Cette fois-ci, ça marche. Et on remet, Et voilà. on va le remettre comme ça. Voilà. Désolé. Non, non, de rien, il n'y a aucun problème. Et donc, je disais que ça commence le 13 novembre 2015, très exactement. Et donc, c'est une pure coïncidence, mais qui s'explique par le fait que dès l'été 2015, Fabien et moi, on se dit qu'il faudrait qu'on s'associe. Alors, on sort tous les deux de notre thèse. On est des jeunes chercheurs à l'époque. Il se trouve, et donc ça répond à l'autre énigme que j'ai évoquée dès le départ, qu'on est amis depuis très longtemps. On s'est connus en faisant nos études. Et donc, à l'été 2015, on se dit qu'on aimerait bien travailler ensemble et que ça serait bien de le faire. On aimerait bien travailler ensemble parce qu'on sort chacun de nos thèses fait entre guillemets en solitaire, comme se font des thèses. Donc, pour Fabien, sur des trajectoires de jeunes de banlieue, c'est le travail qui a abouti à son livre Jeunesse française, Bac plus 5 Médine banlieue. Et moi, un travail qui avait porté sur les réactions en Europe et spécifiquement en France aux trois grands attentats d'Al-Qaïda dans les années 2000. Donc les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, du 11 mars 2004 à Madrid, qu'on a un peu oublié aujourd'hui, ça fait 20 ans, mais à l'époque, ça avait fait la une des journaux, on parlait d'un 11 septembre européen. Et c'est d'ailleurs à cause de cet attentat-là que, y compris encore aujourd'hui en France, c'est à la date du 11 mars qu'a été fixée une date de commémoration en mémoire des victimes du terrorisme, parce que c'est une date européenne, on a repris au niveau européen, au niveau français, pardon. Et, euh, et les attentats aussi du 7 juillet 2005 à Londres. Donc à l'été 2015, on est dans ce contexte post-attentat de janvier 2015, Charlie Hebdo, avant toute chose, qui a fait descendre des millions de gens dans la rue. Je dis avant toute chose parce que la grande marche républicaine du 11 janvier, donc vous devez vous souvenir, elle s'organise dès le lendemain de Charlie Hebdo, en fait, avant même que Amélie Coulibaly, donc, qui a grandi à Grigny, ne passe à l'action et ne tue une policière donc, à Montrouge et ne commette la prise d'otage, tuerie, hypercachère. Sa grande marche républicaine, donc, elle est là, ses prémices s'observent dans les heures qui suivent déjà l'attentat de Charlie Hebdo. Donc, à l'été, avec Fabien, on se dit que voilà, on veut travailler ensemble et que ça serait vraiment bien de le faire parce qu'il y a quelque chose qu'on connaît très mal et dont on a beaucoup parlé au printemps 2015, qu'on connaît très mal sur un plan scientifique. Vous savez que souvent, le fait de très mal connaître quelque chose sur un plan scientifique n'empêche pas qu'on en parle énormément dans les médias. Et en l'occurrence, là, il s'agissait du rapport aux attentats dans les quartiers populaires. Il y a eu tout ce débat, je ne sais pas si vous vous en souvenez aussi, au printemps 2015, autour de qui était ou qui n'était pas Charlie, et surtout du coup de est-ce que les habitants des banlieues, des quartiers populaires, alors, quand on parle de choses de manière pas très scientifique, les catégories sont souvent un peu imprécises, mais enfin en gros, est-ce que ces gens-là étaient bien dans la marche républicaine du 11 janvier? Voilà. Avec sous-entendu derrière aussi la question de la place de nos concitoyens musulmans. Et donc, il y a eu par ailleurs une enquête lancée par des collègues sur spécifiquement la façon dont les musulmans, et tous les musulmans évidemment ne vivent pas en banlieue, ne vivent pas à Grigny, ont vécu et réagi à ces événements-là. Mais nous, on se dit à ce moment-là, il faudrait vraiment aller y voir de plus près, donc avec une démarche ethnographique dans une ville de banlieue. Et voilà, les circonstances sont ce qu'elles sont, c'est-à-dire qu'un appel est lancé au même moment par un collectif d'habitants qui s'est créé à Grigny, une sorte d'appel à l'aide. Ça ne s'invente pas non plus, hein, ce collectif d'habitants demande l'aide de sociologues. Et l'appel est relayé par un journaliste de l'Humanité, c'est ce qu'on raconte dans la toute première page du livre. Et donc, on bondit sur l'occasion, parce que justement, on cherche l'occasion de pouvoir travailler, de s'allier pour travailler sur cette question du rapport aux attentats dans les quartiers populaires. Et donc, ce collectif d'habitants, qu'on appelle dans le livre Ensemble citoyen, c'est précisément formé en réaction aux événements de janvier 2015. C'est parce que Amélie Coulibaly a grandi à Grigny que ce collectif se forme très vite, avec une action tout de suite. Ils disent qu'est-ce qu'on pourrait bien faire. Vous savez, dans ces circonstances, comme souvent, se sont un peu impuissants et tous, on se dit tiens, qu'est-ce que je pourrais faire. Donc, d'aucuns ont donné leur sang. Le soir du 13 novembre, des gens on fait passer le message qu'ils pouvaient accueillir des gens qui avaient besoin d'être à l'abri, par exemple. Ça a été le mouvement Portes Ouvertes. Euh, et puis, il arrive aussi qu'on adresse des messages aux victimes, qu'on vienne déposer une petite bougie, une petite fleur sur le site des attentats. C'est ce que des gens ont encore fait à la place de la République pour le 10e anniversaire. Et donc, à Grigny, ce collectif se dit, bah, nous, on va créer des murs de parole. C'est-à-dire qu'ils prennent des paperboards, tout simplement, hein, avec les moyens du bord, et ils vont se poster dans les jours qui suivent les attentats, à la sortie du RER, sur le parvis du RER, à la sortie du bureau de poste, au marché de la Grande Borne. Ils proposent aux gens, avec des stylos, d'écrire ce qu'ils ont sur le cœur dans ce contexte-là.
Et ça les déborde un peu. En fait, ils récupèrent des centaines de messages comme ça en quelques jours. Et donc, le rappel, qui est lancé à l'été 2015, auquel on répond, consiste à dire, voilà, est-ce que des sociologues pourraient nous aider à savoir comment un peu gérer cette matière-là dans la perspective d'une journée de restitution que ce collectif voudrait organiser pour marquer le premier anniversaire des attentats de janvier 2015. Ce qui vous dit tout de suite déjà quelque chose du rapport particulier qu'ont les habitants d'une ville comme Grigny à ces événements-là, parce qu'il ne s'est pas organisé comme ça des petites commémorations locales partout non plus. Eux, à l'été 2015, sont déjà dans la perspective de se dire il faudrait que pour le premier anniversaire de ces attentats de janvier 2015, on organise quelque chose. Et donc, c'est comme ça que le temps qu'on réponde à leur appel, qu'on échange, on prend rendez-vous avec eux pour le 13 novembre et qu'on les rencontre pour la première fois le 13 novembre. Et donc, avec deux objectifs. Le premier, c'est tout simplement de répondre à la demande, d'accompagner ce collectif. On a 2 mois pour concevoir avec eux ce petit événement commémoratif qu'ils veulent organiser. Donc, en les aidant d'abord à faire sens de ces écrits post-attentat, ce qui n'est pas très difficile parce que moi, en l'occurrence, c'est des matériaux sur lesquels je travaille depuis très longtemps. Ils sont à la base de mon livre Sidération de sociologie des attentats. C'est à partir des réactions écrites d'attentats que j'analyse avant toute chose les rapports sociaux à ces événements. Et le livre que Bernard évoquait, Les Mémoriaux du 13 novembre, c'est un livre de même nature qu'on a publié avec toute une équipe de collègues, en fait, à partir de la collecte que les archives de Paris ont engagée exactement au même moment, au moment où Fabien et moi ont commencé à enquêter à Grigny. Au même moment, les archives de Paris collectaient tous ces messages qui ont été déposés sur les sites d'attentats du 13 novembre. Et donc après, dans les années qui ont suivi, en même temps qu'on enquêtait, lui et moi, à Grigny, avec d'autres collègues, on travaillait sur ces petits messages qui ont été déposés sur les sites des attentats. On a pas mal reparlé là ces derniers temps dans le contexte anniversaire. Et donc on a ce double objectif, d'abord de répondre à leur demande tout simplement, mais aussi à partir de là de rester un peu plus longtemps pour enquêter sur le rapport aux attentats. Et donc, d'autant plus qu'entre-temps, il s'est produit ceux du 13 novembre et qu'on arrive pile à ce moment-là. Ce qu'on ne sait pas évidemment, c'est que ça va durer encore plus longtemps que ce qu'on pouvait imaginer. Je vous le dis tout de suite, quand on s'engage dans une enquête comme ça, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça termine, mais enfin généralement, on pensait pas que ça allait durer si longtemps, que ça allait durer 10 ans. C'est aussi des circonstances de l'enquête qui nous y ont amenés. De l'enquête et pas que de l'enquête, parce qu'une des explications de la durée, c'est aussi le fait que il y a eu au milieu la pandémie de Covid, par exemple, et donc Fabien pourra y revenir, mais ça a été un révélateur pour nous. Ça a à la fois interrompu brutalement le terrain, mais ça a été révélateur d'un certain nombre de choses. Et donc voilà, c'est ce qui nous a amené à avoir ce travail sur le long cours, sachant que donc très vite, il nous est apparu qu'il y avait une chose à démêler, et donc je m'arrêterai là-dessus pour laisser la parole ensuite à Fabien, c'est que dans ces murs de parole, dans tous ces petits messages qu'avaient récupérés donc ces habitants sur ces murs de parole, il y avait de manière très classique pour moi des messages de condoléances, toutes leurs formes possibles, des gens qui disent qu'ils sont tout cœur avec les victimes, que ce qu'a fait Mehdi Koulibaly c'est terrible, qu'il faut avant tout défendre la paix dans ce pays, qu'ils sont venus en France pour vivre en paix et que la paix est précieuse et que donc il ne faut pas céder à la violence des terroristes. Mais il y a aussi à côté de ces messages de condoléances, donc assez classiques, il y a aussi des doléances. Donc, en même temps se mêlent tout plein de messages qui expliquent comme c'est difficile de vivre à Grigny, de trouver un emploi quand on a Grigny sur son adresse, de pouvoir accéder aux services publics, la fermeture de la CAF, du bureau de poste, etc. Enfin, l'éclairage des trottoirs, la nuit. Enfin, il y a un certain nombre comme ça de doléances qui sont totalement mêlées sur ces murs de parole aux condoléances, comme si l'événement terroriste en fait avait en même temps exacerbé des difficultés du quotidien. Et donc, c'est ce qui nous fait prendre conscience avec Fabien qu'il va falloir rester quand même un certain temps pour comprendre comment est-ce que l'un et l'autre peuvent s'articuler. Je vais prendre la suite. Bonjour, enfin, bonsoir à tous et à toutes. Donc, je vais poursuivre sur ce qu'a dit Jérôme en essayant comme ça de vous donner des ouvertures sur ce qu'on traite dans le livre. Et puis, je pense qu'après, l'idée, ce sera de pouvoir discuter. Comme l'a dit Jérôme, quand on arrive au départ, voilà, vraiment, c'est important la question du chemin de l'enquête, hein. On n'est pas arrivé avec
Je dis ça aussi parce qu'il y a des modes de recherche de plus en plus où parfois la réponse est déjà un peu dans la question. Et en fait, quand on se laisse le temps de travailler et d'enquêter sur 10 ans, c'est aussi se laisser le temps de se faire pénétrer en fait par des rencontres, par des situations, par ce qui se passe en fait en réalité, et pas seulement venir avec ses propres questions et sa propre grille d'analyse pour en gros, aller sur le terrain pour illustrer en fait des questions qu'on se pose en amont. Ça, c'est important parce que du coup, ce qui est devenu le cœur problématique du livre, en fait, en général, dans le livre de sociologie, c'est le sous-titre qui vous donne un peu le mode d'emploi. Violence, solidarité et ressentiment d'un quartier populaire. Si on est venu à se dire que, en fait, ces trois notions, elles fonctionnaient ensemble et elles étaient centrales en fait dans l'expérience de ce que c'est que de vivre et de grandir ensemble dans un quartier populaire, c'est le fruit en fait de passer du temps avec et de voir ce qui compte, ce qui structure et ce qui déstructure des relations. Et donc du coup, c'est vraiment un livre qui est basé sur une enquête. Et je vais un petit peu détailler, sans rentrer dans le détail, mais pour que vous puissiez percevoir aussi ce que c'est une enquête. C'est important aussi de le dire parce que tout le monde n'est pas forcément féru de ce que c'est que la sociologie ou l'ethnographie. En général, dans l'espace public, il y a une description de ce que serait l'ethnographie et la sociologie qui est absolument fausse et infondée. Et en plus, sur les quartiers populaires, sur la question des attentats, sur la question de la violence. En fait, c'est un livre de sociologie générale sur la violence et comment caractériser la violence. C'est des choses dont on parle tout le temps. C'est des choses qui structurent désormais le champ médiatique et le champ politique depuis une quinzaine d'années. Donc, c'est des choses dont l'expérience ordinaire, c'est vous avez des gens qui parlent de ces choses-là sans en fait données, sans enquête. Et quand ils parlent de ces phénomènes-là, ils parlent d'eux-mêmes. Il ne parle pas du tout de ce qui se passe et de ce qui se joue. Quand on fait des sciences sociales, on se laisse le temps d'observer, de notifier, d'interroger, de venir et de revenir aussi sur le terrain. Des choses très simples, mais c'est là aussi où il y a des grandes différences. La premier chapitre parle de qu'est-ce que ça a été que le moment médiatique des attentats dans une ville comme Grigny, où d'un seul coup, effectivement, vous avez des journalistes qui sont venus, qui ont interrogé des gens, mais la méthodologie d'interroger des personnes ou des jeunes et de venir pendant 2 heures, je dis ça parce que je pense à un article qui a fait beaucoup de mal dans la ville, écrit par une journaliste du Figaro qui s'appelle Marie-Estelle Puech, qui est maintenant d'ailleurs devenue, enfin, elle a gagné en galon médiatique, si je puis dire. Bah, voilà son papier, comment elle le construit. Elle vient passer 2 heures dans une ville qu'elle ne connaît pas. Elle interroge des collégiens et la question qu'elle leur pose, est-ce que vous êtes Charlie ou est-ce que vous êtes Koulibaly, quoi. Et donc, enfin, je veux dire, bon, je sais que je parle à des éducateurs et des éducatrices, mais on sait très bien que recueillir une parole de cette manière-là, ça n'a absolument aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Les questions sont ce qu'on appelle en sociologie des impositions de problématiques. Et puis, enfin, il n'y a rien qui va en fait dans la démarche. On voit très bien comment on va recueillir un certain type de paroles. Et puis, vous allez avoir un papier avec des bouts de verbatim, des bouts d'interrogation qui dit en fait, en gros, les banlieues sont Koulibaly, quoi. Bah, en fait, quand on fait la sociologie, si on va rencontrer ces mêmes garçons ou jeunes hommes, on va prendre le temps, on va les voir une fois, deux fois, trois fois, et puis on va construire une relation, et surtout, on va expliciter quelle est la nature de cette relation dans notre travail. Donc le livre aussi, c'est pour ça qu'on a pris un format livre qui est assez épais, mais c'est aussi pour dire en fait d'où on parle. Il y a beaucoup, beaucoup de verbatim. Pendant 10 ans, on a collecté, enfin on ne les comptait même plus à la fin tellement on avait collecté de matériaux, mais je sais pas, 400, 500 heures d'entretien, et on travaille cette matière-là, et aussi on montre aussi comment des personnes dans le temps peuvent aussi en fait avoir des propos qui vont changer parce qu'eux-mêmes changent ou la relation qu'ils vont avoir avec nous va changer, et tout ça ce sont des données en fait qui sont riches, qui sont très significatives, mais voilà, pour le dire vite, c'est absolument pas ce qu'on va entendre dans l'espace médiatique parce que l'espace médiatique ne se constitue pas de cette manière-là. Je vais prendre juste un exemple sur le moment justement de janvier en 2015, qui est absolument symptomatique de ce qui s'est joué.
Par exemple, vous vous souvenez sans doute du livre d'Emmanuel Todd qui dit, bon, je vais un peu vite, hein, mais en gros, j'ai compté, bon, on pourrait revenir sur la méthodologie du comptage, etc. Mais en gros, on n'a pas vu beaucoup d'habitants et d'habitantes des quartiers populaires et ou de musulmans musulmanes à la manifestation durant les manifestations de janvier. Donc, c'est un problème et ça dit des choses. Mais en tant que sociologue, on a envie de se dire, alors on peut discuter d'ailleurs sur le comptage, mais quand bien même le comptage serait juste, le fait d'aller dans une manifestation parisienne, le fait d'exprimer en fait son émotion via un fil Twitter, par exemple, ça, ce sont des expressions de ces émotions qui sont socialement situées et qui ont des coûts qui sont très différents selon l'endroit dans lequel on est dans l'espace social. Si vous habitez à Paris, dans le centre de Paris, aller dans une manif à République, ça ne va pas vous coûter grand-chose. Vous connaissez l'espace parisien, vous allez sans doute y aller en vélo. Si vous allez à Grigny, c'est extrêmement complexe matériellement. Et il aurait en fait suffi de se décentrer un petit peu, de sortir de sa bulle parisiano-parisianiste et d'aller y voir, tout simplement, pour se rendre compte que, bah, par exemple, à Grigny, en janvier, mais bon, voilà, il aurait fallu que quelqu'un comme Emmanuel Todd prenne le RER, prenne le coût matériel. Non, mais c'est très important de dire, parce qu'en fait, enquêter, ça coûte. Nous, ces 10 ans d'enquête, elles nous ont coûté énormément dans nos vies, dans nos temps. Et donc, on a quand même beaucoup de gens qui, comment dire, utilisent en fait la banlieue comme forme de capital comme ça médiatique à pas trop cher, mais sans savoir. Donc, mais si voilà, le geste simple de se déplacer à Grigny avait été fait, qu'est-ce qu'on aurait pu constater bah, par exemple, que la mairie avait affrété des bus pour aller à la manifestation de janvier, que ces bus étaient pleins, qu'il n'y avait pas assez d'argent pour en louer plus, mais si il y avait eu plus de bus, il y aurait plus d'habitants. Donc déjà, les habitants fortement touchés par ces habitants, par ces attentats, pardon, parce que Amédi Koulibaly a grandi effectivement pendant une bonne partie de sa vie à la Grande Bande, bah, ils se sont sentis solidaires, ils se sont déplacés, ils auraient pu se déplacer plus. Et puis, il y avait toutes ces centaines de messages qui expriment des émotions, qui expriment beaucoup de choses, mais c'est pas un fil Twitter. Et c'est important de le dire parce que, par exemple, dans les messages, bon, on les détaille dans le bouquin, etc., mais il y a beaucoup de dessins, il y a beaucoup de messages avec des fautes d'orthographe, notamment parce que le rapport à l'angle, le rapport à l'écrit, il est particulier, il est lié aux trajectoires migratoires, que ces personnes se sont autorisées à s'exprimer dans un cadre qui est un cadre familier, c'est le cadre du quotidien, le cadre de leur ville, dans un cadre bienveillant, parce qu'en fait, quand on regarde qui recueille les paroles, ce n'est pas des journalistes qui viennent de Paris et qui viennent comme ça capter une parole et dans un mode opératoire qui est assez prédateur, mais des habitants, des habitantes qui sont investis dans des associations, donc en fait qui ont un rapport très concret et matériel aux gens, et bah, pour qui s'exprimer devant ces personnes, écrire en sachant de toute façon qu'on va faire des fautes d'orthographe, par exemple, ben, ce n'est pas un problème. Et on recueille des données et tout ça, ça existe et on a travaillé là-dessus. C'est un petit exemple, mais en fait, tout recueil de paroles, tout rapport à une situation doit se construire comme ça. Quand on fait des sciences sociales, justement pour apporter une réflexivité par rapport à ce qui se passe et ce qui ne se passe pas. Après, pour le dire très vite, sur le mode un petit peu opératoire, sur les 10 ans qu'on a passé à Grigny, on a beaucoup travaillé sur les modalités d'aller-retour. Je n'ai pas très détaillé tout est dans le livre aussi, mais en gros, on n'a pas vécu pendant 10 ans non-stop à Grigny. C'était par saut de puce. C'était très important, cette histoire d'aller-retour. On pourrait expliquer pourquoi. Mais parfois, on venait une journée, parfois une demi-journée, parfois 3 jours, parfois une semaine, parfois à deux, parfois tout seul. C'était aussi important d'être à deux parce qu'il y a eu aussi des moments, notamment des journées assez importantes où il s'est passé je pense que par exemple, c'est ça aussi ce qui se passe quand on se laisse ce temps-là et ce champ. Bah, parfois, on est présent dans des journées où il se passe des événements dramatiques, mais on est juste là parce qu'en fait, ça fait longtemps qu'on est là. Je pense par exemple à une section du livre qui parle de la question de des règlements de compte. Enfin, c'est comme ça que ça a été un petit peu médiatisé, où deux jeunes qui s'appellent Moody et Samba du quartier de la Grande Borne ont été tués par un autre jeune. Il se trouve que nous, ce jour-là, on est là en fait. On est
prévu d'être à Grigny. Il n'y va pas parce qu'il s'est passé ça. Mais voilà, pour vous donner aussi un exemple du mode opératoire de l'enquête, bah, il se trouve qu'à ce moment-là, comme on est tous les deux là, on est dans deux endroits très différents de l'espace social de la ville. Euh, 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 pour caricaturer un petit peu, moi je suis plutôt avec les grands frères, les garçons, qui ont une réaction très émotionnelle par rapport à ce qui vient de se passer, parce qu'en fait, ils connaissent ces garçons-là, que ça renvoie, la question de la violence renvoie aussi à la question de leur rôle de grand frère, à ce qu'ils ont raté, à ce qu'ils n'ont pas raté, à la question de la circulation des armes, avec laquelle ils peuvent avoir partie liée ou pas. Et donc, ça déclenche, voilà, c'est une certaine manière de vivre l'événement. Et moi, je suis avec ces garçons-là à ce moment-là. J'ai oublié de le préciser aussi. Le livre porte sur un peu le quotidien, je dirais, des habitants et des habitantes de banlieue. Il y a aussi un volet de l'enquête que j'ai mené de mon côté, en fait, au début du livre, qui porte justement sur la question terroriste. Donc, c'est le livre qui s'appelle Loyauté radicale, où l'idée, c'était un petit peu de comprendre qu'est-ce qui fait qu'avec un certain type de profil sociographique, on passe ou on passe pas à l'acte. Et dans ce cadre-là, j'ai notamment travaillé avec une quarantaine de personnes à peu près, très proches de Amédi Koulibaly, et c'était de retracer en fait sa trajectoire à long cours, au long cours, pardon, mais de la retracer aussi en parallèle d'autres garçons qui ont à peu près la même sociographie, qui sont passés par les mêmes épreuves, les mêmes formes de violence, qui ont fait subir aussi les mêmes formes de violence, mais qui ne sont pas passés à l'acte, par exemple. Et c'est quand on réfléchit en sciences sociales, même sur des petits nombres, on réfléchit toujours de manière comparative. Et donc, par exemple, il y a Adama qui est très présent aussi dans cette enquête-là, qui était un des meilleurs amis de Mehdi Koulibaly et qui, lui, est travailleur social, par exemple. Et l'idée, c'était de travailler qu'est-ce qui fait que, malgré leur amitié, en fait, lui prend un autre chemin. Et puis, il se trouve que dans mes autres enquêtes, je connaissais des jeunes qui voulaient partir en Syrie. Donc voilà, c'était un autre. Mais il y a aussi ce volet de, qu'on voilà, qui a donné lieu à une autre enquête qui n'est pas spécialement au cœur du livre, mais voilà, je mentionne aussi parce que c'est ce qui explique qu'on se retrouve à des endroits différents aussi dans l'enquête. Et Jérôme est plutôt à un autre endroit avec des personnes plus âgées, plus éloignées des jeunes, qui voient Pas dans le même quartier, pas du tout dans le même quartier, à Grigny En 2. l'occurrence, je suis avec des retraités qui sont des propriétaires de la première heure du quartier de Grigny 2. Alors, on dira peut-être deux mots des différences entre la Grande Borne et Grigny 2. C'est longuement expliqué dans le livre, mais si vous ne connaissez pas du tout, ça peut être important quand même de vous donner quelques éléments. Et donc, moi, je suis voilà, avec des retraités engagés dans les combats de la copropriété de Grigny 2, puisque Grigny 2 est une copropriété. Et elles, donc, du coup, à ce moment-là, elles sont même pas au courant de ce qui est en train de d'ébranler la ville, en fait. Donc, et ça nous met tout de suite sur la piste, d'ailleurs, de la façon dont on peut de loin raisonner à l'échelle d'une ville en disant, voilà, Grigny. Et en fait, quand on est à l'intérieur, il y a déjà des contrastes très saisissants entre chaque quartier qui communiquent pas entre eux, d'ailleurs, et ce qui est un des points qu'on évoque, qu'on aborde dans le livre, dans le chapitre 3. Voilà, et pour terminer, enfin pas pour terminer, mais pour poursuivre avec cette journée, après à midi avec Jérôme, on se rencontre au milieu, enfin dans un petit quartier qui s'appelle le village de la ville. Il se trouve que nous, on est en contact avec les travailleurs sociaux qui sont sur place et qui ont géré en fait l'après-coup du meurtre, parce qu'il faut savoir que ça c'est toujours complexe dans un quartier. Quand un jeune tue un autre jeune, ce sont des morts qui sont vraiment extrêmement tabous, parce qu'en fait les familles se connaissent, se côtoient, et donc ça pose d'énormes questions aussi dans l'après-coup, dans la gestion du deuil, mais aussi dans la gestion de la sécurité publique, parce que la question de la vengeance, elle n'est pas du tout une question abstraite en fait. Euh, euh, et donc à ce moment-là, nous on est déjà en contact au téléphone avec les travailleurs sociaux voilà, nous expliquent déjà ce qui s'est passé. Ils nous disent déjà, bon, là, en fait, il y a toute la police, évidemment, qui encercle le quartier, mais voilà, ils nous expliquent, bon, c'est bon, ça ne va pas dégénérer. On a exfiltré la mère de l'assassin, le père, etc. Ils ne sont plus dans le quartier. On s'occupe des sœurs des deux frères qui sont morts, etc. Donc, en fait, ce qui classiquement pourrait amener à quelque chose qui va dégénérer, déjà en train d'être géré. Et nous, à ce moment-là, avec Jérôme, on prend une petite pause pour manger, on va aller dans le quartier, on sait on a rendez-vous justement avec ce travailleur social, et on tombe sur BFM TV. Et là, ça raconte tellement de choses. On voit le journaliste posté devant le quartier, qui joue la surdramatisation, et puis on voit qu'il attend qu'une chose, c'est que ça s'enflamme. Et en fait, il n'a aucune info.
c'est zéro info. Et nous, en fait, c'est tragicomique parce qu'en fait, on le voit quasiment. En fait, il est en train de faire son truc. Nous, on sait que ça va pas partir parce qu'en fait, c'est réglé entre guillemets. Et lui surjoue Le calme avant la tempête. le calme avant la tempête. Il y a eu des morts, on entend encore des bruits, on voit la police, etc. Et donc là, on voit, vous voyez, les questions de perspective. Et ça, c'est ce qu'on voit la plupart des gens, en fait. Et même les gens de la cité ou de la cité qui est, enfin, parce qu'il y a deux cités à Grigny. Et donc, voilà, j'insiste un petit peu sur cette fabrique de l'enquête, mais c'est vraiment important de préciser ça parce que, en fait, vraiment, et on le dit de manière très sereine, mais on est souvent agacé, c'est que voilà, la plupart des personnes qui prennent la parole publiquement sur ces sujets ne savent pas de quoi ils parlent. Et en tant que sociologue, c'est plus intéressant quand on analyse leurs paroles de dire qu'est-ce que ça raconte en fait de leur propre socialisation, de leur propre rapport aux événements, de leur propre rapport au champ médiatique, de leur propre rapport au champ politique. Et ça, c'est ce qu'on va découvrir aussi en analysant en fait tous ces messages-là. C'est à quel point finalement les habitants des quartiers populaires euh, sont devenus en fait des objets politiques et qui vivent en fait en permanence avec cette objectivation. C'est ce qu'on appelle la conscience dédoublée en s'appuyant sur le sociologue états-unien Webb Dubois. Et on montre, alors ça on le voit dans les messages, Jérôme a l'habitude de ces messages-là, quelque chose entre guillemets qui n'est pas du tout commun à d'autres endroits de l'espace social, c'est tout de suite dans les messages d'émotion où il y a beaucoup comment dire de, de, d'empathie vis-à-vis des victimes, mais il y a aussi tout de suite des messages sur la question de la stigmatisation. Ne parlez pas de la vie de cette manière-là. À Grigny, il n'y a pas que des terroristes. Nous aussi. Et ça, c'est très spécifique, en fait, au quartier populaire. Et ça dit des choses du rapport à la stigmatisation. Un autre, pour montrer aussi les différentes techniques d'enquête, parce que l'idée, c'est qu'on essaye toujours de prouver et d'éprouver ce qu'on dit. En fait, ce rapport politique à sa propre existence, à sa propre trajectoire, c'est quelque chose que les enfants ressentent très très tôt dans leur chair. Par exemple, dans le bouquin, on a reproduit au milieu, il y a des cartes en couleur. Je vous montre un extrait, mais il y en a quatre. Ce sont des cartes de géographie subjective où en fait, il était demandé à des enfants en école primaire de dessiner la ville, mais pas sous un mode, comment dire, topographique où on respecte les échelles, mais de montrer en fait ce qui compte pour eux quand on leur demande de dessiner la ville. Alors là aussi, pour voir à quel point on peut être très très loin des schémas médiatiques biaisés. On entend très souvent cette musique de les jeunes de banlieue sont contre l'école, etc. Alors déjà, ça ne veut rien dire. Quand on parle d'école primaire, de collège, de lycée, le rapport à l'éducation n'est pas du tout le même et ça dépend très grande partie de votre carrière scolaire pour aller vite. Mais à l'âge de l'école primaire, c'est tout à fait spécifique. Et là, qu'est-ce que vous allez voir? Les deux endroits les plus importants pour les enfants, c'est l'école. Les écoles des deux quartiers sont très très grosses, elles prennent une place très très importante. Et quand vous rentrez à l'intérieur de l'école, ce que disent les enfants de l'école, c'est un lieu où on se sent en sécurité, c'est aussi un lieu où on va pouvoir manger. En fait, c'est hyper important dans un lieu où il y a une très forte concentration de pauvreté parce qu'il y a un petit déjeuner qui est offert en fait. Et ça, c'est un des effets post-Covid, on pourrait en parler. Bon, je ne détaille pas, mais on voit tout ça. Et donc, en fait, à l'âge de 10-11 ans, bah, l'école, c'est un des lieux les plus importants et les plus aimés pour ces enfants-là. Ce ne sera pas la même chose au collège et encore moins au lycée, mais voilà. Et puis, on va voir que les enfants dessinent une énorme télé, sans qu'il y ait de consigne, une énorme télé très très grande, hein, quasiment aussi grande que leur quartier, avec des faits divers dessus, beaucoup de rouge, du sang, etc. Et les enfants demandent à la télévision d'arrêter de parler de leur ville et de cette manière-là. Et donc ça, c'est ce qu'on ressent à 10-11 ans. Alors, bon, voilà, j'ai essayé de vous donner comme ça des illustrations pour un peu essayer de comprendre ce que peut être une enquête. Peut-être avec le temps qui nous reste, c'est de vous présenter les axes problématiques du bouquin, on a pensé en trois grandes parties. Et puis, peut-être que je vais laisser du coup la parole sur ces trois axes-là. Et puis, on pourra en discuter en détail. Et juste, peut-être en 5 minutes, vous présenter quand même parce qu'on a parlé de Grigny 2, la grande bande, c'est pas simple et que vous ayez quand même une idée, parce que
qui a été intéressant pour nous, on s'en est rendu compte après coup, c'était de comprendre que Grigny représentait aussi, quand on s'intéresse aux grands ensembles, euh, euh, bah, c'était un peu, voilà, les sociologues de l'école de Chicago, il y a près d'un siècle, qui parlaient de laboratoire social, mais c'est un peu quelque chose qui est de cet ordre-là. Il y a une situation qui est tellement particulière que ça permet de voir les choses en gros, pour aller vite. Alors pourquoi en gros? Parce que la première chose, Grigny est souvent présenté, si on regarde les chiffres de l'INSEE, comme la ville la plus pauvre de France, de plus de 10 000 habitants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une ville où il y a une concentration de pauvreté et de précarité vraiment extrêmement forte. C'est-à-dire que la question de la ségrégation, en gros, sociale, à Grigny, vous la voyez de manière un petit peu plus. Vous la voyez aussi de manière plus parce que c'est une ville qui est un petit peu symptomatique de ce qui a été imposé au territoire français à partir des années 50, et avec un deuxième moment très important à la fin des années 60 et début des années 70. C'est toutes ces villes, en fait, à qui, d'un seul coup, on a imposé des grands ensembles de manière très rapide. C'est ce qui s'est passé à Grigny, parce qu'en fait, on a une petite partie historique, on montre pardon, que voilà, Grigny, c'est un village, et puis à la fin des années 60, début des années 70, vous avez deux quartiers comme ça qui poussent de terre de manière très rapide, à l'extérieur d'ailleurs de la ville, ce qui va poser plein de problèmes, qui sont Grigny 2 et la Grande Borne. En gros, on passe en 4-5 ans de 3 000 habitants à 30 000 habitants pour avoir les ordres de grandeur, donc x10. Évidemment, pas x10 en termes de services publics. Ça explique énormément de choses parce qu'en fait, sur les quartiers populaires, on peut, peut gloser sur beaucoup de choses, mais la question du rapport au droit commun, et en fait, et c'est ce qu'on montre dans ce livre-là, c'est dès le départ. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous n'avez pas les services publics qui correspondent en fait à la densité de population et aux besoins de la population, vous avez des problèmes dès le départ qui vont être accentués. Et on peut faire des politiques de rattrapage. Et juste par rapport à ça, pour que vous compreniez, je me permets une insiste sur ce que tu disais, parce qu'en plus, je pense que le temps file, donc je ne sais pas si je reprendrai la parole derrière pour qu'on puisse discuter. Ouais. Mais les retraités que j'évoquais, on disait, voilà, c'est des propriétaires historiques qui se sont installés avec Grigny 2 dès le départ et qui sont restés. Ces personnes-là sont minoritaires, en fait. La Grande Borne et Grigny 2, c'est donc d'un côté le Grande Borne, un habitat social pour parquer, c'est le premier grand ensemble qui est construit à Grigny, pour parquer les mal logés du 13e arrondissement, quand on veut les dégager pour rénover le 13e arrondissement. Et puis ensuite, Grigny 2, en fait, ça se veut un décalque de Paris 2 dans la banlieue ouest, qui avait été un grand succès. Paris 2 qui se voulait un Paris 2, qui s'est appelé Paris 2 parce que le conseil municipal de la ville de Paris a refusé qu'il puisse y avoir un deuxième Paris. Il n'y en a qu'un, évidemment. Mais bon, qui est devenu voilà, cette copropriété luxueuse avec centre commercial, piscine, grand luxe, et qui encore aujourd'hui vit très bien. Et comme ça avait très bien fonctionné, le promoteur de Balkany s'était dit qu'il allait faire la même chose au sud de Paris, à Grigny. Et donc, pour les raisons qu'évoquait là à l'instant Fabien, il y a, donc l'idée c'est qu'il y a l'aéroport d'Orly juste à côté aussi, hein, qui implique d'ailleurs une servitude qui fait que les immeubles de la Grande Borne ne peuvent pas dépasser 5 étages. Ils ont cette forme très particulière, très caractéristique en spaghetti. Et inversement, les tours de Grigny 2 sont des grandes tours très hautes. Les gens qui s'installent là au début, donc beaucoup de gens qu'on rencontre nous racontent ça, avoir visité les tout premiers appartements témoins, en disant que c'était le grand luxe, c'était tout équipé, il y avait le lave-vaisselle dans les années 70. Enfin, bon. Et les gens qui s'installent là, en fait, les premiers propriétaires repartent extrêmement vite parce que bah, les services publics qui devaient accompagner tout d'un coup la construction de ces nouveaux quartiers ne sont pas là. C'est-à-dire que les gens s'installent et la première école est complète, elle est saturée, elle est débordée. Le premier collège arrive tardivement. Le RER qui était annoncé nous, en 74, 3 ans après la fin enfin pas la fin, après l'arrivée des premiers propriétaires. Bon. Et donc, voilà, très vite, les gens disent, non, mais c'est pas ce qu'on nous avait vendu, c'est pas ce qu'on nous avait promis, parce que, voilà, dans le cadre d'un partenariat public-privé, enfin, un anachronisme, c'est pas comme ça que ça s'appelle à l'époque, mais voilà, le promoteur met de l'argent, l'État, en fait, est censé en mettre aussi. Je dis bien l'État parce que la commune en elle-même n'est pas en mesure de financer à elle seule une gare de RER, un collège, etc. Et dès le départ, en fait, l'État. Et on est pendant, vous voyez, aujourd'hui, on nous dit, ah oui, mais bon, c'est la crise budgétaire, c'est compliqué, on peut pas tout, etc. Là, ces choses-là se jouent, on est avant, on est encore pendant les 30 Glorieuses, on est à la fin des 30 Glorieuses, on est avant la crise pétrolière, etc. Quoi. Et déjà à l'époque, donc,
qui devrait avoir été apporté en service public ne l'est pas. Et ce qui fait que, donc, du coup, quelque part, le verre est dans le fruit dès le départ. Grigny 2, donc, est passé, en l'espace de 20 ans, de voilà, ce rêve sur papier glacé d'un quartier qui visait une clientèle de classe moyenne supérieure, éventuellement de cadres travaillant à Orly, dans les compagnies aériennes, etc., à ce qu'elle est aujourd'hui, la copropriété, l'une des copropriétés, si ce n'est la copropriété la plus dégradée d'Europe, où les grands appartements qui avaient été conçus donc voilà, pour ces grandes familles, avec vue panoramique sur Paris, sont aujourd'hui généralement, donc à part ces cas de propriétaires qui ont fait le choix de rester, mais qui sont vieillissants et qui décèdent les uns après les autres désormais, les autres sont des propriétaires bailleurs et qui, généralement, si vous voulez investir dans l'immobilier en région parisienne, c'est là que le prix du mètre carré est le moins cher. Voilà. C'est pas compliqué. Et donc, vous avez des propriétaires bailleurs qui louent à la découpe ces appartements, ce qu'on appelle aujourd'hui des marchands de sommeil. Vous avez dans un appartement de 100 mètres carrés, en 5 pièces, vous pouvez avoir autant de pièces que de familles, enfin de familles, de ménages, si on peut appeler ça. Et donc, c'est-à-dire, dans certains cas, des ouvriers du bâtiment qui ne parlent pas un mot de français, qui sont arrivés là, qui travaillent, qui sont sans papier et que un, un entrepreneur a pu mettre là, à côté une femme vivant seule avec ses enfants, encore à côté une personne âgée avec des problèmes de santé, tout ça dans un même appartement, souvent séparé, dans certains cas, uniquement par un rideau de douche. Et donc, du coup, avec Grigny 2 et la Grande Borne, vous avez en gros, au niveau de ce qu'on perçoit comme les grands ensembles, voilà, qu'est-ce qui s'est passé en fait en termes de dégradation quand on est dans le parc privé et qu'est-ce qui se passe quand on est dans le parc d'habitat social. Et du coup, en termes de comparaison, ça permet aussi de voir beaucoup de choses et de voir que ce n'est pas le même genre de déstructuration. Alors après, peut-être pour bientôt terminer, mais pour vous donner, parce que là, en fait, on a été un petit peu autour de l'objet d'une certaine manière, mais en gros, le livre, on l'a pensé en... D'ailleurs, je ne sais pas en nombre de temps de parole, si c'est à moi de parler ou à toi. Ça fait un peu plus de trois quarts d'heure qu'on parle. Et si tu veux, je peux présenter rapidement le contenu du livre et comme ça. Ouais, on Parce résume. que le propos, voilà, c'est aussi là où vous avez largement présenté le contexte, notre manière de travailler, selon quoi notre travail n'est pas le même qu'un travail de journaliste et en quoi, du coup, on a été amené avec ce livre à déconstruire un certain nombre de lieux communs. Par exemple, l'un d'entre eux, c'est le premier qu'on enfonce, c'est la question du ghetto. L'idée qu'une ville comme Grigny serait un ghetto, un territoire perdu de la République, les deux à la fois, les deux vont souvent ensemble. On explique que là, pareil, si les mots ont un sens, si on définit les choses rigoureusement, Grigny est tout sauf un ghetto, puisqu'en 10 ans, en fait, la population d'une ville comme Grigny s'est renouvelée de plus de la moitié, ce qui est absolument énorme. Ce qui veut dire aussi qu'aujourd'hui, quand vous allez à Grigny, les événements de 2015, Amélie Koulibaly, tout ça, ça ne fait sens. Il y a beaucoup de gens pour qui ça ne fait pas sens, justement. Et donc, ça vous dit bien les flux constants qu'il y a. C'est une porte d'entrée dans la région parisienne, clairement. Mais à partir de là, une fois que les gens sont installés, bah, ils déménagent. Ils vont vite ailleurs, comme on l'explique dans le livre. Il y a une formule là-bas, c'est on ne peut te souhaiter que de partir. Vous comprenez bien que quand on s'installe à Grigny 2, c'est de la même manière que donc quand vous voulez investir dans l'immobilier, là où vous pouvez acheter le plus facilement un appartement, c'est à Grigny 2. Quand vous cherchez à vous installer avec un loyer modique à Grigny 2, bah, ça va avec à Grigny 2, pardon, en Ile-de-France. Là où vous trouvez plus facilement, c'est à Grigny 2. Donc voilà, des gens qui arrivent là, qui sont migrants et qui arrivent pour s'installer en région parisienne, arrivent d'abord là, mais dès qu'ils peuvent, voilà, trouver un revenu, stabiliser un peu leur situation. Ceux qui peuvent y avoir droit avec des papiers vont partir vers la grande borne, où c'est déjà mieux. Et puis en fait, d'une manière générale, tous, dès qu'ils le peuvent, vont aller déménager, vont aller un peu ailleurs. Donc il y a ce turnover qui vous montre bien aussi du coup qu'une ville comme Grigny n'est pas du tout coupée du reste du pays. Dans ce sens-là, c'est pas du tout un ghetto. Il y a des interconnexions très fortes avec ce qu'on appelle les zones périurbaines. Vous savez, l'Essonne, il y a aussi vers Étampes cette zone un peu qui se veut qu'on nous dépeint souvent dans les médias comme étant voilà, des zones qui sont ni le centre-ville, ni ces banlieues pour lesquelles on ferait beaucoup, mais qui seraient un peu une zone oubliée. Là, on montre bien dans notre travail à quel point, à travers les trajectoires individuelles qu'on a pu suivre, à quel point il y a des interconnexions qui sont très fortes. Donc voilà, il y a un certain nombre de lieux communs comme ça on est amené dans notre livre à remettre en cause. Et donc le livre, de manière assez simple au bout du compte, vous comprenez il n'a pas été forcément facile à écrire parce on partait avec voilà, un objectif qui était très précis au départ, étudier le rapport aux attentats dans ces quartiers.
Et puis, on s'est embarqué dans une enquête au long cours avec plein de ramifications, où on s'est rendu compte qu'un certain nombre de choses qu'on observait, qu'on constatait, allaient à rebours de ce que l'on peut communément penser sur ces quartiers, sur une ville comme Grigny. Et, euh, et donc, ça n'a pas été forcément évident de tout ramener ça à l'échelle d'un livre, sachant que du coup, le livre touche à tout plein de dimensions. On parle donc notamment de ces questions de flux, de personnes, de biens. On parle de la violence des trafics, parce qu'on ne peut pas nier que la Grande Borne est l'un des hauts lieux du trafic de drogue en région parisienne. La question des violences policières, d'une manière générale du rapport à la police. La question aussi des violences de genre, des violences conjugales, des violences sexistes, la question du virilisme aussi dans ces quartiers. Comment est-ce qu'on fait, par exemple, quand on est une femme dans ces quartiers? À Grigny, on a un haut taux de famille monoparentale. Quand on vit, comme je vous le décrivais, dans certains cas, dans un appartement à la découpe, avec à côté des hommes qu'on ne connaît pas. C'est des situations qui sont très propices à ce genre de violence. Et comment on fait du coup ensuite quand à Grigny, le commissariat est ouvert 3 heures par semaine uniquement. Et puis de toute façon, on ne va pas aller dénoncer ces faits-là à la police, parce que quand on vit soi-même de petits trafics à côté, il y a cette peur qu'en venant se plaindre d'une agression, d'un viol qu'on aurait pu subir, qu'on a subi, en même temps se trouve à avoir des problèmes pour les trafics desquels on essaye de vivre. Trafic de brochettes, par exemple, qu'on décrit dès le début du livre et qui est encore aujourd'hui. Vous prenez le RER, vous allez à Grigny, il y a à peu près 9 chances sur 10 que vous tombiez sur des vendeuses de brochettes. Donc, on aborde tous ces sujets-là et on a structuré donc les choses d'une manière, je disais, assez simple. La première partie porte sur les attentats, la situation de crise attentat, et de manière à rendre compte de manière un peu plus de la complexité du rapport à ces événements, au-delà donc de ces clichés médiatiques, ainsi que l'évoquait Fabien précédemment. Et puis ensuite, la deuxième partie du livre, le cœur du livre, s'appelle Un état d'urgence permanent, puisqu'en fait, voilà, de l'état d'urgence post-attentat dans lequel nous, on démarre l'enquête, on en vient à constater que vivre dans une ville comme Grigny, c'est être confronté à un état d'urgence permanent. Notamment parce que le collectif qui nous fait venir, on se rend compte au bout d'un moment, au début de l'enquête, en fait, comme Fabien vous l'a dit, lui, il va assez vite partir sur les jeunes trentenaires, les grands frères qui ont côtoyé Amélie. Et à partir de cette même enquête à Grigny, en fait, il y a eu ces deux livres. Il y a eu le premier livre qui paraît en 2017, si je ne dis pas de bêtises, sur donc la trajectoire d'Amélie Coulibaly ramenée à celle d'autres jeunes comparables, je dirais. Et puis moi, pendant ce temps-là, en fait, je maintiens le lien avec le collectif d'habitants qui nous a amenés là au départ. Et je me rends compte que la plupart d'entre eux ont des engagements ailleurs, en fait. Et que s'ils réagissent si vite aux attentats, c'est aussi qu'en fait, ils sont habitués à parer à l'urgence, en fait. Vous êtes régulièrement confrontés, quand vous vivez à Grigny, à des situations de crise, notamment voilà, venir en aide à une voisine qui est frappée par son mari ou dont le mari vient de partir, d'un coup de repartir au pays en la laissant là sans source de revenus, des incendies dans ces appartements à Grigny 2 qui sont surchargés en population, il y a des multiprises partout, il y a régulièrement des incendies qui se déclarent avec du coup des gens qui se retrouvent sans domicile, etc. Et les collectifs, donc les habitants, sont habitués en fait à parer à ces situations d'urgence très régulièrement, et ce qui les rend surréactifs en fait au moment de l'attentat. Donc voilà, la deuxième partie du livre, elle porte sur ça, au quotidien, ce que c'est que cet état d'urgence permanent. Et la dernière partie du livre, on l'a intitulé Chasser croisé, avec là, en fait, un triptyque qui s'imposait à nous comme une évidence. Arriver, partir, rester. En ayant passé 10 ans à enquêter là, on a suivi les individus et on les a vus dans leur trajectoire. Un certain nombre de personnes dont on pensait qu'ils seraient toujours là, ben, on a fini par les voir partir. Inversement, on en a vu arriver. Et donc, ça nous a permis de remettre les choses en perspective, d'essayer de donner un peu de chair sociologique dans ce fait statistique que je vous donnais au départ, que dans une ville en Grigny, en fait, il y a un turnover permanent. Ce qui est d'ailleurs que pour tout ce qui relève de l'action publique, c'est un sacerdoce permanent. C'est vraiment, vraiment un travail de Sisyphe. Si vous êtes par exemple, j'ai en tête la responsable, parce qu'il y a à Grigny, comme partout, une responsable voilà, à la municipalité des actions patrimoine et qui explique que là-bas, en fait, on mobilise la population, c'est terrible parce qu'en fait, quoi qu'on fasse, à chaque fois, bah, les gens ne s'attachent pas à leur ville et à son patrimoine parce qu'en fait, dès qu'ils peuvent, ils vont voir ailleurs. Mais dès que vous mettez en place une action auprès de jeunes, bah, c'est pareil. En fait, les jeunes peuvent être très vite à la merci d'un déménagement des parents et ces jeunes auprès desquels vous êtes en contact pour les aider dans leurs devoirs, etc., bah, du jour au lendemain, ils peuvent disparaître et vous ne les retrouvez pas. Et puis quand vous êtes enseignant, c'est pareil. On le raconte dans le livre.
être enseignant là, certains le font par choix, et donc c'est justement ce qu'on explore dans le dernier chapitre en particulier, rester, parce qu'à la fin ça devient une énigme en fait, dans ce contexte où on ne peut vous souhaiter que de partir, qu'est-ce qui fait que certains restent, qu'est-ce qui fait que voilà, quand on arrive, on est accueilli par des retraités qui en fait sont à Grigny depuis 30, 40 ans et qui ont fait le choix de rester alors qu'elles auraient pu partir. Et qu'est-ce qui fait que quand vous êtes enseignant, que vous arrivez à Grigny, que vous récupérez des points qui vous permettent de partir très très vite si vous voulez ailleurs, et notamment de revenir dans bien souvent la région dont vous êtes originaire. Qu'est-ce qui fait que certains font le choix de rester, et de rester 10 ans? C'est un vrai sacerdoce. Et sur le plan pédagogique, donc là c'est pareil, on raconte comment certains vivent vraiment comme un échec personnel, que certains jeunes qui essaient de tenir se retrouvent à être envoyés au pays tout d'un coup par leurs parents parce qu'ils ont fait une énième bêtise. Ils sont... Pour les protéger, des fois c'est un réflexe de protection de la part des parents quand ils voient que leurs enfants commencent à verser dans les trafics, qu'ils leur échappent, boum, on va les renvoyer. Et, et donc voilà, ce turnover permanent qui fait qu'en fait, Grigny, de ce point de vue-là, est tout sauf un ghetto. Une fois encore, si les mots ont un sens, c'est à la fois un espace dans lequel on a pu nous arriver sans aucune difficulté. Alors ça aussi, ça interroge, hein, parce que inutile de vous dire qu'on nous a beaucoup demandé, on s'est beaucoup inquiété, les gens qui sont autour de nous se sont dit, ça va bien à Grigny, ça va, il n'y a pas trop de problèmes, il vous arrive rien. Les gens à demi-mot s'inquiétaient quand même de savoir qu'on allait enquêter là-bas, puisque c'est présenté comme vraiment la ville de tous les maux, de tous les dangers. Il ne nous est jamais rien arrivé qui ne mette en cause notre intégrité physique, mais aussi parce qu'on a enquêté, voilà, comme le dépeignait Fabien, c'est-à-dire voilà, en prenant le temps de nouer des relations avec les gens, ce sont des rapports de confiance qui nous ont aussi, du coup, en contrepartie, assuré des protections, alors qu'effectivement, on a régulièrement été témoins de journalistes qui, eux, se font très vite malmener, mais y compris par les retraités, si vous voulez. Là, il n'y a pas besoin d'avoir les jeunes qui sont dans les trafics pour menacer des journalistes. C'est-à-dire que il y a un tel historique de discours médiatiques stigmatisants portant sur cette ville. Tout le monde quasiment dans la ville a raconté une anecdote de j'ai témoigné, j'ai pris du temps, j'ai consacré du temps à répondre aux questions d'un journaliste sur tel ou tel truc. Et ensuite, quand j'ai vu le papier ou quand j'ai vu le reportage, voilà. Donc, assez régulièrement, les journalistes qui arrivent là marchent sur des œufs et se retrouvent à être un peu bousculés, ne serait-ce que symboliquement. Nous, au contraire, voilà. Donc, ce qui peut renforcer cette idée que c'est un ghetto, que si on n'a pas les codes, que les gens ne sont pas. Alors qu'en fait, c'est fondamentalement tout l'inverse. Et donc, on a essayé, autant que faire se peut, dans notre livre, de développer ce tout l'inverse et de le montrer. Donc, c'est aussi pour ça que cette dernière partie, elle s'appelle Chasser-croiser, parce que, voilà, c'est pour montrer à quel point, finalement, plus qu'un ghetto, on est dans un carrefour, et comme on dit dans le livre, des carrefours et des coulisses de notre société. Les coulisses, c'est aussi la crise du Covid qui nous a permis de nous en rendre compte, en fait, parce que tous ces travailleurs essentiels, enfin voilà, les aides-soignants, les livreurs, les éboueurs, etc., ben, en fait, un certain nombre d'entre eux ils vivent dans des quartiers comme ceux de Grigny, et un certain nombre d'entre eux, pour ce qui est de la région parisienne, vivent précisément à Grigny. Et donc voilà, on est fondamentalement sur une commune, Grigny, qui alors certes est la plus pauvre de France, la ville d'Amélie Coulibaly, la ville de tous les superlatifs, mais qui en même temps, si on coupe Grigny du reste de la société et du pays, en fait, le reste de la société du pays ne fonctionne plus, en fait. Et on s'est rendu compte depuis que ce livre est sorti qu'un certain nombre de personnes, on se demandait au début, on se disait, on a passé 10 ans à Grigny, donc en fait, est-ce que ce qu'on dit là est valable pour autre chose que Grigny? Et on pensait d'ailleurs dans le sous-titre du livre, mettre Grigny, enfin moi, ça a longtemps apparu à moi comme une évidence, avec un titre aussi énigmatique que Grand Ensemble, sur lequel on s'est mis d'accord assez vite. Il nous semblait une évidence que, ayant fondé ce livre sur une enquête réalisée à Grigny, il allait falloir qu'on mette Grigny dans le sous-titre. Et on l'a au bout du compte pas fait. On évoque juste Grigny dans le quatrième de couverture et on parle de quartier populaire dans le sous-titre parce que voilà, je pense que c'est écriture se faisant qu'on s'est rendu compte à quel point finalement ce qu'on avait observé à Grigny était représentatif, emblématique de ce qui se joue dans les quartiers populaires d'une manière générale. Et depuis que ce livre est sorti, on a très très régulièrement des retours de personnes qui vivent encore ou ont vécu, ont grandi, des fois tellement dehors de la région parisienne, hein, à Évreux par exemple, à Marseille ou autre, et qui nous disent que ce qu'ils ont vécu dans les quartiers nord de Marseille ou dans les quartiers populaires d'Évreux. Je pense à Évreux parce que l'assassin de Samuel Paty était originaire d'un quartier populaire d'Évreux, et que peu de temps après le livre, à la sortie du livre, donc quelqu'un qui a grandi là-bas me disait, mais ce que vous décrivez sur Amélie Coulibaly, à Grigny, etc., moi j'ai vécu exactement la même chose, voilà, à Évreux, dans ce quartier dont était issu ce terroriste-là. Donc voilà,
Tout ça pour dire que cette enquête nous a amené à avoir un propos qui a une portée bien plus générale que simplement une description, aussi minutieuse puisse-t-elle être, de la situation à Grigny. Et donc, du coup, à partir de là, on peut répondre à vos questions. Toutes les questions que vous avez. Merci beaucoup. Euh, Sur le caractère un peu général ou générique de votre travail, je serais assez d'accord avec vous. Il se trouve que j'avais un certain nombre d'amis qui travaillaient notamment médecins, qui travaillaient dans des grands ensembles, qui disaient déjà il y a 20 ou 30 ans ce que vous dites, hein. C'est-à-dire que ce sont des lieux où on vient, où on reste, où on part. Les populations sont très changeantes et sont très liées effectivement à des stratégies d'immigration. Mais ce sont aussi des lieux où il y a, outre la violence, beaucoup de solidarité. Je crois que vous n'avez pas trop insisté sur ce point, mais comme la vie est dure et parfois précaire, la solidarité devient quasiment nécessaire pour un certain nombre d'entre eux. Est-ce que vous avez peut-être euh, moins mentionné, parce que peut-être que c'est moins médiatique, c'est qu'il y a des Koulibaly, mais il n'y a pas que des Koulibaly. C'est-à-dire qu'il y a aussi des gens qui s'en sortent en venant à peu près des mêmes structures parentales que des Koulibaly ou d'autres, hein. Donc, je crois que Et parfois même dans la même famille. le jugement qui peut être porté essentialisant ces populations est totalement faux. Donc, je pense que c'est pas propre à Grigny ou à la Grande Borne, mais il se trouve, dernière chose tout à fait personnelle, il se trouve qu'une fois, je me suis perdu dans la Grande Borne Ah, en voiture et c'est pas du tout fait pour la voiture. ah ben non, Ah bah non, ça n'a précisément pas été fait pour la voiture. c'était conçu contre la voiture. Ouais. Voilà, donc La- vous en la- parlez aussi un peu. L'architecte Émile Alliot avait voulu concevoir une cité pour les enfants, recréer une ambiance de village en laquelle les enfants Donc, on pourraient marque. aller et venir, voilà, librement, sans risquer de se faire renverser par une voiture, justement jouer au foot précisément, enfin voilà. Et parce qu'il avait tenu compte, ce que je disais, de cette servitude qui lui était imposée par Orly, il ne pouvait pas faire des grands immeubles, par contre il y avait de la surface. Et donc, il a conçu un espace où il y a très peu, c'est le grand ensemble de la région parisienne, je pense, avec le moins de densité possible, en fait. Il y a des grands espaces verts, puis c'est ces immeubles donc, qui serpentent dans tous les sens. Et ça avait été pensé, donc avec des œuvres d'art au milieu, pour que les enfants puissent voilà, aller y venir librement. Les établissements scolaires étant inclus dans le périmètre de cette cité. Voilà. Et Sandrine Bonner y a vécu son enfance parmi les figures célèbres issues de Grigny et de la première génération. Il y a Sandrine Bonner qui raconte cette enfance heureuse qu'elle a vécue voilà, dans cette cité qui était présentée par Émile Alliot lui-même comme une cité des enfants. Mais là aussi, une fois encore, il ne faut pas oublier que cette cité, elle est construite pour les mal logés du 13e arrondissement, donc à moindre coût, par Bouygues, avec des plaques de préfabriqués qui s'avèrent avoir très vite des malfaçons. Et c'est pas pour autant que le chantier est arrêté, ce qui fait qu'à l'instant même où on inaugure la Grande Borne, il y a déjà des appartements qui sont insalubres. Et c'est vrai de la plupart des grands ensembles autour de la région parisienne. Bon, excusez-moi, je suis intervenu, mais c'était simplement pour aller dans votre sens. À vous les questions, allez-y. Rambobina a diffusé il y a un an ou deux un reportage qui avait été tourné au tout début de l'inauguration de la Grande Borne, avec Émile Alliot qui explique tout ça. Et puis on voit déjà les gens qui sont désœuvrés. Il n'y a pas de transport. Il n'y a pas de transport, commerce, exactement. pas de moyens de travail. Et on voit les premières populations, dès le début, complètement désœuvrées. Je ne sais pas si vous l'avez vu, non, mais un jeune garçon de 14 ans qui va aller travailler. Mon grand frère, il travaille dans un garage un peu vraiment plus loin et je vais essayer de travailler avec lui. Enfin, c'est assez, je pense que doit toujours exister sur YouTube Oui, bien sûr. ce Rambobina et illustre assez bien. Effectivement, la situation dès le départ là-bas. Et qui, pour le coup, était, enfin voilà, c'est pas arrangé depuis. C'est-à-dire que dès le départ, et pareil, les gens nous le racontent au début, il y a pas le RER. Alors, même le RER, quand il arrive, il est à 2 km de la Grande Borne. Donc la Grande Borne en particulier, en gros les pauvres, il y a l'autoroute A6 qui coupe Grigny en deux. La Grigny est de part et d'autre de l'A6.
Ce qui donne aussi du coup, un emplacement idéal pour les go-fast. Vous savez, ces opérations par lesquelles on fait remonter de la drogue depuis le sud de l'Europe. Vous arrivez par la 6, zoom, et vous sortez. Et vraiment, dès que vous êtes sorti, vous êtes à la grande borne, c'est fini. Et puis là, avec une équipe, vous avez très vite fait disparaître dans voilà, les ruelles, etc. Alors depuis, il y a eu les travaux de rénovation urbaine qui font que désormais, il y a une tranchée au milieu, il y a une ligne de bus qui passe, et ça peut permettre aussi aux policiers, aux pompiers, si nécessaire, de rentrer. Mais donc, en tout cas, ce côté-là de la 6, on y a mis la grande borne. Alors maintenant, il y a un bus qui connecte la grande borne à la gare de RER, mais on a des gens qui nous racontent comment, effectivement, une fois encore, on va parquer là des gens qui avant étaient dans le 13e arrondissement, pouvoir avoir des activités dans le 13e arrondissement, on les amène là. C'est à des heures de transport. À cette époque-là, il faut descendre à pied jusqu'à la gare de Juvisy, prendre un train pour arriver à Paris. Sur une base quotidienne, c'est pas faisable. Et à Grigny 2, donc de l'autre côté, des gens nous expliquent au tout début qu'en fait, ils achètent leur appartement, mais en fait, ils y viennent que, encore faut-il pouvoir le faire, hein, ils y viennent que le week-end, en fait, parce que comme ils continuent à travailler à Paris et qu'il n'y a pas le RER, bah, ils sont là, voilà, ils se débrouillent pour continuer à être logés chez quelqu'un à Paris pour travailler. Quelqu'un dans le livre, par exemple, une coiffeuse retraitée qui raconte comment, ben voilà, tout ce qu'elle peut acheter à l'époque, c'est de biens, c'est là. Elle s'achète un petit studio avec son salaire de coiffeuse, qui était avant secrétaire voilà, dans une entreprise. Et simplement, elle raconte comment au début, bah, c'est 1 heure de marche pour aller jusqu'à la gare et qu'elle n'a pas d'autres moyens de faire. Il n'y a pas les vélos électriques à l'époque et la côte, elle est comme ça, de Juvisy à Grigny 2. Et ben donc, du coup, elle se débrouille en semaine quand elle travaille au salon de coiffure pour être logée chez une amie. Et puis, elle rentre chez elle uniquement le week-end et elle attend patiemment que le RER apparaisse. Oui, vous disiez tout à l'heure dans le flux qu'il y avait des gens qui restaient. Et donc, ceux qui restent, c'est quel type de métier, de profil Bah, en fait, il y a trois types, on pourrait dire. Il y a un premier type qui est en gros des personnes qui restent par conviction politique, militante, et en gros, et c'est à la fois un mélange de socialisation militante, je dirais un peu nationale, ça va être le Parti communiste, mais aussi tout le catholicisme social. Il faut préciser que Grigny est une municipalité communiste encore aujourd'hui. C'est l'une des rares qui reste où il y a encore un maire qui est PC. Et qui a grandi à la Grande Borne. Et C'est un parachute. voilà, qui a grandi à la Grande Et Borne et qui a qui a même été été désigné le désigné meilleur maire du monde. meilleur maire du monde. Mais donc ça joue cet engagement communiste, il reste historique, il est ancré. Voilà, et avec aussi beaucoup de luttes locales, en fait, notamment que ce soit Grigny 2, c'est-à-dire des gens qui étaient propriétaires, qui se sont battus contre les syndics de copropriété, enfin, faut savoir que les acheteurs se sont retournés contre le promoteur en lui demandant d'arrêter de construire, parce qu'en fait, il continue à construire, et les gens qui achetaient, ouais, Juste parce que ça peut vous paraître un peu bizarre, pourquoi le promoteur arrête pas de construire? Parce que la Grigny 2, donc ce que c'est Grigny 2, avait été construit sous un régime particulier qui en fait disparaît très peu de temps après, mais qui dispensait de tout permis de construire. Et donc, après avoir inauguré les premiers immeubles, les propriétaires achètent, repartent aussi sec parce qu'il n'y a pas les services publics, il n'y a pas le collège, il n'y a pas le RER, il n'y a pas le gymnase, il n'y a pas tout ce qui a été annoncé, et que donc il n'est pas question qu'ils restent là, que leurs enfants grandissent là, etc. Qu'est-ce qui se passe? Loi du marché, le prix des appartements baisse. Comme le prix des appartements baisse, y compris pour les nouveaux immeubles qui continuent à être construits, bah, du coup, c'est plus du tout le prix qu'espérait au départ le promoteur. Il s'estime floué, il y a un manque à gagner, et du coup, il s'estime en droit de construire plus d'immeubles que prévu pour compenser le manque à gagner. Et comme il n'y a besoin d'aucun permis de construire, le premier combat historique qui aura duré longtemps pour ceux qui font le choix de rester main dans la main avec la municipalité, c'est d'arriver à obtenir l'arrêt des constructions. Et ça n'a pas été du tout une mince affaire. ouais, donc voilà, il y a cette partie, voilà, de rester par conviction politique, mais dans ce tiers de restants-restantes, on peut aussi mettre des personnes qui, en fait, ont une importance sociale, locale importante en tant qu'éducateurs, éducatrices, parfois des profils un peu moins militants sur des deuxième ou troisième générations, mais c'est des gens, en fait, qui ils ont une existence sociale à Grigny, et si font des métiers où ils gagnent pas beaucoup d'argent, il y a quand même du sens en fait dans ce qu'ils font, même si qu'on montre aussi ce sont des gens qui sont extrêmement fatigués, parce qu'en fait, l'état d'urgence permanent pour eux, c'est toute la difficulté en fait quand on habite là où on travaille dans ce genre de contexte, et ça s'arrête jamais en fait.
et donc avec une fatigue qui est très très forte et toujours cette tension de à quel point en fait je dois, enfin, qu'est-ce que je gagne en partant, qu'est-ce que je gagne en restant, et là il y a des tensions. Donc ça, je dirais, c'est une première partie des restants. Il y a une deuxième partie, ça s'explique par en fait, des relations intergénérationnelles. Il faut savoir que quand vous avez des parents qui vieillissent à Grigny, vous l'aurez compris, la question de la mobilité, c'est extrêmement problématique. Et donc, il y a aussi une partie en fait, des personnes qui restent parce qu'ils ont leurs parents qui sont assez âgés. Et l'idée d'être à proximité, c'est voilà, c'est porter les courses, c'est voilà, pouvoir amener ne serait-ce que, voilà, on parlait des médecins, bah, voilà, c'est très compliqué d'avoir un médecin à Grigny, en fait, même c'est impossible. Donc, en fait, il y a beaucoup de, quand on vieillit, je dirais, de nécessités qui sont de l'ordre du quotidien, ou si vous n'avez pas, en fait, la famille et les plus jeunes qui restent, ça devient très complexe. Donc, il y a cette Et dimension-là. on a d'ailleurs dans notre livre un jeune qui a ce profil-là, enfin, qui est trentenaire, et qui dit explicitement, hein, le jour où mes parents sont plus là, c'est fini. Du On peut jour au pas. lendemain, le jour où mes parents sont plus là, j'ai pas de raison de rester davantage. Voilà. Et puis, il y a une bonne partie qui, voilà, qui reste parce qu'elle est en transit. Mais en fait, elle voudrait partir, mais elle peut pas, quoi. Voilà. Donc, voilà, ça vous donne un peu trois, mais qui rendent toujours. Alors, ça, c'est aussi intéressant, puisqu'on a pu documenter, c'est que les gens qui partent, il y a aussi une très forte nostalgie d'avoir grandi à Grigny. Et donc, on a même hésité pendant un moment à faire une quatrième partie qui se serait intitulée Revenir, parce que le geste du retour est extrêmement important. Et pour lier à ce que. Un quatrième chapitre. Voilà, est-ce que. Pas une quatrième partie. J'ai Tu dit, confonds oui, tout le chapitre, temps. ouais, Ouais, chapitre. le quatrième, il est déjà assez gros comme ça, le livre. Exactement, oui, oui, partie du troisième chapitre. Mais sur justement la question et ça c'était important de documenter aussi ces départs, parce que, et là il faut aussi faire le lien finalement entre la lecture sociologique des choses et la lecture politique et xénophobe, typiquement. C'est quoi la rhétorique du Rassemblement national où, enfin, et affilié, l'affiliation est de plus en plus large. En gros, de dire dans les quartiers populaires, c'est de pire en pire quand on regarde les indicateurs socio-économiques. Pourtant, on a donné beaucoup d'argent. Et en gros, parce que ces gens-là restent entre eux, le trope du communautarisme ou du ghetto, c'est de pire en pire parce que ce sont des gens qui sont fondamentalement mauvais, soit parce que ils sont contre la nation, soit parce qu'ils sont musulmans. Enfin, voilà. Mais on a un peu cette forme de culturalisme. Alors que la réalité, c'est que c'est vrai, en fait, on a des indicateurs sociaux, économiques, statistiques qui sont de plus en plus, qui se dégradent très très fortement. Ça, c'est vrai. Donc, le constat de la situation qui empire, il est juste, il est fondé, mais il ne s'explique pas par un, comment dire, un surplace de personnes qui auraient des valeurs anti ou anti-républicaines, mais par le dynamisme. C'est-à-dire que, et ça n'existe nulle part ailleurs dans l'espace social, les villes de quartier populaire sont des villes qui se vident en permanence de leur capital social. Et donc, les personnes qui partent, ce sont des personnes qui se sont stabilisées socialement, économiquement. Elles sont remplacées par des personnes qui sont en plus grande précarité, plus grande pauvreté, et en plus, ça, on l'a aussi documenté, qui ont subi des violences en arrivant. Parce qu'en fait, la question de la migration, c'est aussi, c'est une route en fait. Et nous, ce qu'on voit, c'est que les gens qui arrivent, c'est des gens aussi qui sont en fait emplis de violences qui ont été subies. Et on sait qu'il y a quand même une sorte de loi humaine qui fait que quand on a subi beaucoup de violences, on a tendance, si on n'est pas accompagné et enveloppé, on parle d'enveloppement dans le livre, on a tendance à la reproduire. Et ces violences-là, elles sont extrêmement silencieuses. Donc, en fait, il y a une mécanique déstructurante, qui est une mécanique démographique, qui explique en fait la question de l'empirement, si vous voulez, mais qui n'a rien à voir avec le culturalisme. Et c'est là, en fait, où il y a une différence de fond entre l'explication sociologique et l'explication, je dirais, xénophobe. Et pareil sur le trafic de drogue, hein, on en a un petit peu parlé, etc. On ne peut pas regarder ces choses-là si on ne les regarde pas de manière relationnelle. Il y a plus de 30 points de deal à Grigny, et Jérôme en a un petit peu parlé, une intense activité économique liée au trafic de drogue, mais parce qu'il y a des consommateurs et des consommatrices. Il y a des consommateurs et des consommatrices parce qu'il y a la CIS. C'est-à-dire que l'argent qui est très important, le flux d'argent qui rentre dans la ville
du fait du trafic de drogue, c'est l'argent qui vient globalement de Paris ou des banlieues plutôt cossues. Et à Grigny, on vend très peu de drogue de pauvre. La drogue de pauvre à Grigny, elle est arrivée très récemment. Elle est arrivée, le crack, je parle du crack, c'est arrivé, ben justement, là, ça dit des choses de la manière relationnelle, c'est arrivé au moment des Jeux Olympiques. Pourquoi? Parce que les personnes qui consommaient du crack, on ne voulait plus les voir dans certains endroits de Paris et en fait, on les a dégagés. Et nous, on les a vus arriver à Grigny. On a vu à ce moment-là, Ce qui alimente un sentiment de dégradation de la situation pour les gens qui habitent à oui, pour Grigny. les habitants, c'est-à-dire qu'en fait, ça fait vraiment, on est la poubelle de la région. Maintenant, on vend du crack à Grigny, mais ça, on n'a pu le documenter. C'est assez nouveau. C'était pas ce genre de drogue. Ah oui. Qui en fait, c'est ce que vous dites, alors il disait que c'est un ghetto dans le sens où c'est pas le ghetto dont on ne peut pas sortir, mais il disait qu'en fait, c'est pas qu'on enferme les gens, ils s'enferment ensemble, mais ce leur tenue de vie, c'est que en fait, c'est tous ceux qui peuvent s'en vont. Donc, ce sont que ceux qui sont dans les plus précaires, les plus pauvres, etc., qui continuent d'arriver et donc ce flux, il laisse en fait en place, à part justement ce que je vous demandais, ceux qui restent, qui ne sont pas transit, à part ceux qui peuvent bien y rester, c'est un ghetto dans le sens où c'est l'endroit dont on fuit, donc ne reviennent, c'est pas un ghetto dans ce sens-là, parce qu'en effet, il n'est pas fermé, mais c'est un endroit où on se retrouve toujours les plus pauvres, parce que dès qu'on peut, on en part et ils ne viennent que les plus pauvres. Alors, je ne sais pas s'il y a une solution, si vous envisagez pour sachant. Bah, après, tout est relationnel aussi, parce qu'en fait, il y a aussi pourquoi les gens arrivent. Les gens arrivent dans les quartiers Pourquoi les ils plus arrivent? pauvres, parce qu'en fait, ils ne sont pas aussi accueillis dans les autres endroits de l'espace social. Vous avez quand même. Ah, il y a les moyens, mais il y a aussi, non, mais il y a une loi qui s'appelle la loi SRU. Et la loi SRU, où vous avez beaucoup de maires qui, en fait, publiquement disent, en fait, moi, je suis un délinquant. C'est ça, hein. Il y a la loi de la SRU, on va payer les amendes, parce qu'en fait, c'est rentable économiquement pour les gens qui... Et donc, il y a ça aussi. Donc, évidemment, il y a la question des moyens, il y a la question migratoire aussi, hein, qu'on détaille dans le livre. C'est-à-dire qu'en fait, et ça, comment dire, c'est pas du tout une question de classe sociale, mais quand on migre, et même les migrations économiques avec des gens qui sont fortunés, on a tendance, quand on arrive dans un endroit qu'on ne connaît pas, à aller dans des endroits où vous allez avoir des compatriotes, des gens qui... Voilà, mais ça c'est... Par exemple, à Grigny, il n'y a pas eu d'Ukrainiens. Une question qu'on s'est posée à un moment donné, au changement de la guerre, c'est tiens, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de migrants ukrainiens, de réfugiés ukrainiens qui arrivent ici? Parce que précisément, c'était une population qui avait des moyens en fait économiques, des moyens de partir et qui donc du coup sont arrivés tout à fait ailleurs et ont été accueillis sans aucun problème ailleurs et donc n'ont pas eu à arriver à Grigny. Alors qu'on a les Syriens, par contre, c'était différent. Vous n'avez pas fait votre ville, chez Grigny. Là, vous êtes concentré sur la Grigny, mais vous avez des villes à côté. Vous avez d'autres villes à côté. Et peut-être juste par rapport aux problématiques de quartier, est-ce que vous pensez que c'est les mêmes choses que vivent les autres quartiers et les autres villes à côté, ou c'est différent? Parce que je devrais plus, disons, même pour ça. Ah, bien sûr. Alors, juste pour avoir un petit point de vue de. Eh ben, alors, bref, je commence et puis commence peut-être pas peut-être, mais parce que je suis sûr qu'on a des éléments de réponse qui sont complémentaires. Parce qu'au départ, l'ambition était, on n'était que deux en fait. Il y a une ambition, c'est-à-dire qu'en fait, on aurait tout à fait imaginé autre chose. Dans le cadre, donc voilà, quand on est chercheur, on peut des fois candidater à des projets ANR, de l'Agence nationale de la recherche, voire même des projets ERC. Donc on aurait pu imaginer. Moi, dans le contexte, je rentre au CNRS au même moment, en 2016, et dans le contexte post-attentat de 2015, j'imagine déjà un projet de recherche avec plusieurs volets. Le volet, c'est ce que j'évoquais sur les messages collectés par les archives de Paris, un volet aussi documentant les réactions aux attentats sur les réseaux sociaux. Puis on se dit, il faut qu'il y ait un focus aussi sur les milieux populaires, parce que ça c'est très peu connu, ça n'a même pas été vraiment étudié à Madrid en 2004, ni à New York à peine au moment du 11 septembre, donc il faut un focus là-dessus. Et donc, on s'associe tous les deux, et donc on n'est que deux, on va aller travailler à Grigny, voilà. Mais on aurait pu tout à fait imaginer, on peut refaire l'histoire, hein, et imaginer un projet de recherche montant spécifiquement sur la question du rapport aux attentats dans les quartiers populaires et où on se serait associé avec d'autres collègues, on se serait mis à une dizaine uniquement là-dessus, avec certains qui vont à Grigny, d'autres qui vont à Roubaix, d'autres qui vont, je ne sais pas, à Aubervilliers, etc. On aurait pu imaginer ça. C'est pas ce qu'on a fait. Et après, il se trouve que
la méthodologie même qu'on a employée, enquête ethnographique, engage en fait dans le rapport au terrain, qui fait qu'après, une fois qu'on est pris dans le terrain, on perd des choses à aller ailleurs. C'est-à-dire que comme les journées font que 24 heures et qu'on est toujours que deux, en restant à Grigny, on a fait le choix d'aller en profondeur. Ça nous a permis en fait de suivre les individus justement. Si on s'était dit au bout de 2 ou 3 ans, bon, on a fait le tour de Grigny, allons voir à Aubervilliers par exemple. Pendant ce temps-là, le temps qu'on regagne des liens avec des gens à Aubervilliers ou à Roubaix par exemple, pour pas être que dans des villes de la région parisienne, le temps de faire ça, ben, on se serait retrouvé à perdre des liens avec les gens qu'on avait à Grigny. Il y a des choses du coup qu'on a pu voir qu'on n'aurait pas vues. Donc on a fait ce pari de la monographie, sans compter qu'en plus les circonstances, comme on l'a raconté, nous ont, voilà, ont fait que ça nous a emmené beaucoup plus loin que ce qu'on imaginait. Et c'est ce qui a fait qu'au bout du compte, on est resté sur un travail qui était monographique, avec du coup les avantages et aussi les limites, je dirais, d'un travail monographique. C'est toujours pareil, hein, on ne peut pas tout avoir à la fois. Et on s'est rendu compte simplement à terme que ce qu'on avait étudié là avait une valeur, finalement, faisait écho. Et alors, ce qui est intéressant, dernier point, c'est qu'en plus, au même moment, on a un collègue, on ne s'est pas coordonné, hein, mais Julien Talpin, qui lui s'est mis à enquêter quasiment aussi longtemps, quasiment une dizaine d'années aussi, à Roubaix, justement. C'est pour ça que là, à plusieurs reprises, j'ai évoqué Roubaix. Alors, avec un autre angle d'enquête et pas exactement sur la même temporalité, mais nos livres sont sortis quasiment en même temps. Son livre à lui est sorti 2, 3 mois avant le nôtre. On y a eu accès au moment où on était en train vraiment de mettre la dernière main à notre livre. Et donc, on vit aussi notre livre. Il n'a pas du tout été pensé comme ça. Une fois encore, on vous a expliqué la genèse. Mais au bout du compte, il s'avère participer aujourd'hui à une sorte de renouveau des études en sciences sociales sur les quartiers populaires. Nous, quand on s'est mis à enquêter là-dessus il y a 10 ans, on se disait, bon, en fait, plus personne ne travaille sur ces quartiers, comme si en gros tout avait déjà été dit, comme si on en avait fait le tour, alors même qu'à Grigny, manifestement, ils n'ont pas vu le moindre sociologue depuis des années et que voilà, les collègues ne sont pas venus jusqu'ici. Bon, et puis là, quand même, on vit actuellement un renouveau qui fait que, voilà, en même temps que nous, on a pu faire une monographie sur Grigny parce qu'on a pensé que ça avait un intérêt de rester spécifiquement là, avec nos petits moyens un peu artisanaux. Quelqu'un d'autre comme Julien Talpin, qui lui, pour le coup, était vraiment absolument tout seul et qui, du coup, a fait le choix de vivre pendant alors pas pendant 10 ans, mais il a fait des blocs d'1 an, 2 ans à vivre là-bas pendant ce temps-là. Donc, lui, il y passait autant de temps, quoi. Et dans la même perspective avec ce même choix. Livre, vous faites une différence entre livre et Ah, livre, parce que la différence, elle est réelle. ah ouais, ouais. Vous arrivez à Évry et qu'on il y a Et les micro-différences. deux. Et deuxième question, euh, parce que je partais avec une idée bien fixe du quartier, des gens qui pouvaient y vivre, mais malgré ce que vous avez pu voir après cette enquête, est-ce qu'il y a aussi eu des points positifs, il y a aussi des exemples de réussite en banlieue, il n'y a pas que des mauvaises choses. Bien sûr. Alors, oui, oui, juste alors, pour répondre Vas-y. directement à ça et aussi pour poursuivre sur qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd. Vraiment aussi, vraiment ce qu'on gagne, hein, quand on fait une enquête ethnographique, on reste longtemps, c'est l'intensité en fait de ce qu'on va recevoir comme parole, et en gros l'accès en fait à une certaine forme, comment dire, d'intimité, parce qu'en fait il y a tellement de choses, d'épreuves en fait, ou d'expériences que vivent les personnes qui sont en fait dures, qu'il y a des choses qui mettent du temps en fait à émerger. Et quand je dis du temps, c'est vraiment des années. Je vous donne juste un exemple et qui un peu illustre ce côté. Et j'insiste, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé, entre guillemets, des problèmes, mais le livre, c'est pour ça que c'est violence, solidarité et ressentiment, qui montre aussi à quel point, en fait, il y a beaucoup de trajectoires alors de réussite, je mets des guillemets, c'est pas forcément un terme que j'utiliserais, mais en tout cas, de personnes qui trouvent leur place dans la société française et qui vivent de manière pacifiée en étant passés par les quartiers populaires. Et par exemple, dans la famille Koulibaly, on a parlé d'Amédi Koulibaly, mais il y a toutes les sœurs Koulibaly. Et si le livre, d'une certaine manière, commence avec Amédi Koulibaly, il termine aussi avec Maïmouna Koulibaly. Maïmouna Koulibaly, c'est sa grande sœur, c'est une danseuse et une chorégraphe extraordinaire qui a subi de nombreuses violences de genre et qui a écrit un livre qui s'appelle Je me relève et qui en a fait quelque chose, qui vit désormais à Berlin et voilà, c'est une figure de référence aussi dans le quartier. Mais par exemple, pour, dans le même livre, pouvoir parler de Amédi Koulibaly et de Maïmouna, Maïmouna Koulibaly, il faut savoir qu'on
elle était OK pour rentrer dans l'enquête, mais ça nous a presque pris 10 ans. C'est-à-dire qu'en fait, elle comprenait ce qu'on était en train de faire, etc. Mais c'était une douleur tellement intense, en fait, cette histoire-là, dans l'histoire familiale, que bah, ce temps de se dire, OK, qu'est-ce qu'ils font ces gars-là dans le quartier, à qui ils parlent, etc. Comment, et de voir qu'il y a eu un premier livre, qu'on a parlé de son frère d'une certaine manière qui était peut-être différente que dans d'autres. Voilà. Et ça, si on était allé dans d'autres quartiers au même moment, on aurait perdu ça. Après, il y a un autre aussi élément, hein, c'est que moi, il se trouve que j'ai d'autres enquêtes dans d'autres quartiers. Je travaille aussi beaucoup dans le 93, donc mes autres bouquins se passent dans d'autres cités. Et j'ai pu voir aussi les différences, hein, parce qu'il y a des différences, mais aussi les similitudes. Donc, le fait d'avoir aussi cette expérience de mon côté, on se disait, bon, on ne fait pas de trop grosses erreurs à rester à Grigny, parce que moi, ce que je peux connaître voilà, dans d'autres cités plus au nord, j'arrivais un petit peu à avoir des points de différence et de comparaison, et donc qui m'ont permis aussi de nous guider un petit peu dans ce choix-là. Mais, et aussi, dernier point, justement, pour pouvoir documenter toutes euh, et ces solidarités invisibilisées, mais surtout ces trajectoires en fait voilà, de réussite sociale qui se traduisent en fait très vite par des petites mobilités résidentielles, bah, c'est le temps justement. Parce qu'en fait, si comme les gens partent et déménagent à 10 km, 15 km, juste à côté, très souvent c'est le petit achat du pavillon, Harris, mais reste près des parents, etc. Ça, en fait, c'est très très fréquent. Mais vous voyez, si vous passez de cité en cité, en fait, justement, vous passez à côté de toutes ces personnes qui. Alors que tout simplement, le fait de rester, à un moment donné, on dit, ah bah tiens, un tel, ah bah ouais, tu sais pas, il a déménagé. Ah ouais, tiens. Et donc nous, on s'est déplacé aussi avec les enquêtés. Donc en fait, le fait d'avoir le point d'ancrage dans la ville de Grigny nous a permis aussi de nous déplacer, et beaucoup dans l'Essonne d'ailleurs, avec les enquêtés. Et ça nous a permis de mettre le doigt sur un truc important et du coup qui n'est pas très médiatisé, mais qui sont aussi toutes ces trajectoires, oui, de réussite sociale à l'échelle de la migration, c'est très très clair, et qui sont en fait très importantes. Et ce truc de 50-50, hein, quand on s'est rendu compte que 10 ans après, 50% de la population avait bougé. Ça, pour le coup, si vous regardez les rapports ONSUS, c'est-à-dire les rapports nationaux qui documentent en fait les flux de population dans tous les quartiers dits politiques de la ville, on retrouve à peu près cette dynamique de 50-50 dans les flux d'arrivée et de départ. Sur l'échelle de la Seine-Saint-Denis, vous le voyez aussi. Donc ça, on s'est rendu compte aussi que ce qu'on voyait très nettement à Grigny en restant, c'était en fait très fréquent. Enfin, c'est ce qu'ils font les quartiers et défont les quartiers populaires. Donc de ce point de vue-là, après, c'est vrai qu'il y a, et j'arrêterai là-dessus, mais par exemple, des grandes différences et une particularité de Grigny, alors peut-être pas par rapport à Évry, mais en fait, si on comparait, je sais pas, par rapport à Aubervilliers, Saint-Denis, Pantin, Bobigny, c'est aussi la distance avec le centre. Parce qu'en fait, il y a la question des inégalités sociales, et ce qui est particulier dans les quartiers populaires qui sont proches des centres urbains, c'est la gentrification. En fait. Et là, c'est autre chose, c'est parce qu'en fait, malgré le fait qu'il y ait eu un certain nombre de difficultés historiques, avec le prix de l'immobilier, avec l'augmentation des inégalités, bah, pour plein de personnes qui habitaient dans les centres, ça devient désirable en fait d'habiter dans la banlieue très limitrophe. C'est pas du Grigny, on en est très très loin. C'est loin, ça reste compliqué. Donc ça, je Il y dirais, a, il y a le tram avec Grand Paris Sud qui connecte désormais au plateau de Saclay, etc. Mais enfin, c'est pas demain la veille non plus que ça va se gentrifier quand même. c'est ça. Donc ces dimensions-là, elles sont importantes quand même. Attends, Michel, il y avait Monique et puis Vincent, et après toi, si tu veux bien. Et une question des auditeurs sur l'ordinateur. Bonjour l'ordinateur. Bonjour l'ordinateur, très rapidement. Merci pour votre présentation. Moi, j'ai une question très rapide. Est-ce que vous avez présenté les résultats de votre analyse à la municipalité de Grigny et quelles ont été leurs réactions? Alors, on va faire une réponse très rapide parce qu'en fait, tout est visible sur Internet. En fait, on a voulu faire, pour nous, c'était inconcevable de faire la sortie du livre sans les habitants et les habitantes, parce que, bon, voilà, vous aurez compris que 10 ans, c'est beaucoup. Donc, en fait, vraiment pour la sortie du livre, on a co-construit avec les habitants et Mediapart Et donc la et municipalité. la municipalité. Sinon, sans elle, on n'aurait pas eu la salle. Voilà, une soirée en fait de lancement et vous trouverez ça sur YouTube et vous pouvez entendre justement le maire, les habitants, Il les réagit habitants. d'abord en tant que maire et ensuite en tant que citoyen à la fin. Ouais. Voilà.
Donc, on explique dans le livre qu'on a essayé de se tenir le plus à distance possible de la municipalité au début de notre enquête. On explique pourquoi. Et puis comment en fait la rencontre se fait ensuite, en dehors de Grigny d'ailleurs. C'est intéressant entre Fabien et Philippe Rio, donc l'actuel maire de Grigny, dans la foulée de ce titre qui lui est décerné de meilleur maire du monde. Et puis en fait, voilà, c'est surtout comme il le disait d'ailleurs, voilà, dans la vidéo Mediapart. Je crois qu'il le dit, hein, c'est fait partie oui, c'est fait partie des choses qui sont enregistrées. Il rigole en disant que finalement, c'est surtout maintenant que le livre est sorti qu'il nous voit et qu'il a le plus d'échanges avec nous que pendant l'enquête. Ouais. Et il y a un entretien croisé aussi dans l'Humanité entre Philippe Rio et moi-même quand le bouquin est sorti. Donc voilà, on échange Et évidemment. donc, ils l'ont plutôt bien. Enfin, lui, en tant que maire, l'a plutôt bien pris. Mais parce que précisément, comme le disait Fabien, il a aussi grandi à la Grande Borne et qu'il considère que ce livre est le premier à vraiment rendre compte de manière juste, au sens descriptif, de ce que c'est que de vivre à Grigny. Et que de ce point de vue-là, du coup, il considère que en tout cas pour lui, ça a eu une dimension thérapeutique ou réparatrice par rapport à tous ces discours qu'ils ont à subir au quotidien, parce que depuis qu'il est maire, il a quand même fait il est arrivé à plusieurs reprises d'engager des procédures judiciaires pour diffamation. Merci. Monique. Est-ce que vous avez pu croiser dans vos rencontres des programmes, des projets de réaménagement, de restructuration de quartiers? Parce que j'ai l'impression que maintenant, de nouveaux acteurs sont entrés dans ces réflexions-là, des urbanistes, des gens qui sont beaucoup plus engagés, nouveaux, et qui cassent un peu la duopole architecte-promoteur. Bien Qui sûr. donne Oui. une autre vision. Si on peut terminer sur un truc un peu optimiste. Oui, Bien sûr. Est-ce que c'est uniquement cosmétique? Est-ce que ça existe? Moi, j'ai eu des échos sur Reste Ensemble, par exemple, des choses comme ça. Bon, Ça existe tout à fait. On le voit à Grigny comme on le voit ailleurs. Alors, à la Grande Borne, ce qu'on vous disait, il y a eu cette coupure qui fait que la Grande Borne n'est plus la Grande Borne. Alors, c'est intéressant parce que d'un côté, ça désenclave, ça permet de régler un certain nombre de problèmes, mais en même temps, les gens qui ont connu la Grande Borne du début vous disent que c'est un crève-cœur, qu'en fait, on a perdu tout ce qui faisait la spécificité de ce quartier, voilà, où les voitures ne pouvaient pas rentrer, etc. Quant à Grigny 2, il y a eu plusieurs plans d'investissement public pour rénover ces tours, essayer d'endiguer le phénomène, etc. L'ampleur est d'une telle tâche que ça avance, hein, les choses évoluent, et notamment parce que la municipalité se saisit de tous les leviers possibles. Il y a deux choses très importantes, en fait, à l'heure actuelle à Grigny qu'on développe dans le livre. Il y a d'un côté la déstructuration, restructuration de Grigny 2. Ça a été un combat important pour le maire. Déstructuration, restructuration, ça veut dire qu'il a fallu faire en sorte que cette immense copropriété, qui était la plus grande d'Europe, devienne une myriade de petites copropriétés, que chaque immeuble redevienne à lui tout seul une copropriété déjà beaucoup plus gérable pour qu'on ne cesse d'avoir des syndicats qui font faillite en permanence et que tout ça soit ingérable, de manière à reprendre la main sur un certain nombre de choses, comme par exemple l'eau chaude, par exemple, de manière à faire baisser les charges. Donc, la municipalité de Grigny a aussi, donc indépendamment de tout ce qui peut être projet de rénovation urbaine, faisant appel à l'État, des architectes, etc., créé une centrale de géothermie et à remunicipaliser l'eau chaude, le chauffage, etc. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont mises en œuvre et il y a un projet à plus long terme. En fait, là, fondamentalement, on doit malheureusement passer par la destruction de tours parce que le fait que le promoteur ait eu le droit de construire autant de tours qu'il voulait pendant longtemps a abouti au quartier le plus dense d'Île-de-France. Donc déjà, là, on ne règle pas le problème sans détruire des tours pour recréer un peu de l'espace, de la respiration, etc. Donc c'est des projets à très long terme. Bon, en fait, du coup, là maintenant, on en est il y a des immeubles qu'on conserve, et puis donc là, on investit pour les rénover à tout point de vue, ravalement de façade, partie commune, etc., sachant que c'est très, très, très dégradé. Mais qu'en même temps, c'était du très, très beau bâti pour, voilà, une fois encore, attirer une clientèle aisée. Donc les fondamentaux sont là. Mais en côté, en même temps, il faut détruire des tours, et c'est des tours dans lesquelles il y a encore beaucoup de gens, donc il faut aussi reloger les gens qui sont là-dedans. C'est très compliqué à gérer. Et puis l'autre projet qui va avec et qui engage aussi là de nouveaux modes de pensée urbanistiques, c'est de créer un cœur de ville. Parce que la grande difficulté de Grigny, et c'est très différent d'Ivry par exemple de ce point de vue-là, c'est qu'il y a la 6 au milieu, il y a la Grande Borne d'un côté, Grigny de l'autre, le village historique aussi encore à côté, et que tout ça est complètement éparse. Nous, on le raconte, la première fois qu'on arrive à Grigny, on marche un peu sorti du RER, et on se retrouve très vite en fait au milieu d'un no man's land, en fait, des terrains vagues au milieu duquel il y a la mosquée en construction et le commissariat juste à côté. Et rien autour. Et puis l'autoroute derrière. Bon, et on ne sait pas où est la grande borne, quoi. On est là, mais c'est où Et donc toute cette zone-là, ben, c'est un projet au long cours. On raconte dans le livre comment
L'actuel maire, Philippe Rio, se souvient, à l'époque où il était encore jeune adjoint élu au conseil municipal, on est dans les années 90, il pense que le maire de l'époque a signé avec des promoteurs la construction d'un cœur de ville. Le promoteur en question fait faillite dans la foulée, et il en pleure, quoi, voilà. Et pour lui, donc là c'est en 98, ben, on arrive jusqu'à 2020, 22, 23, l'inauguration, voilà, retrouver des nouveaux promoteurs, remonter un nouveau projet. Dans le cadre du Grand Paris Sud, qui clairement de ce point de vue-là a été une opportunité, avec l'arrivée du tram, mais c'est une fois encore un combat au très long cours, parce que dans ce cadre-là, il faut aussi créer un nouveau centre commercial, un nouveau centre culturel, un cinéma, et que chaque projet, à chaque fois, fait face à des oppositions. C'est-à-dire qu'il y a eu des recours systématiquement. Créer un nouveau centre commercial, bah, vous avez c'est le Leclerc qui est sur Viry-Châtillon qui fait un recours. Créer un cinéma, vous avez les UGC, etc., aux gens qui font un recours. Donc c'est un combat permanent pour arriver à recréer, à faire évoluer les choses sur le plan urbanistique dans une commune comme Grigny. Pardon? Le mot optimiste que j'avais employé est un peu fort, peut-être pour le moment. Et en même temps, il y a des raisons objectives. Il y a des raisons objectives. La géothermie, l'arrivée justement d'un cinéma, d'un cœur de ville qu'on a vu apparaître, avec des immeubles qui sont de qualité, enfin, le tram, il y a tout plein de choses qui font, et d'ailleurs on le raconte, ça génère il y a un vrai contraste entre le fait que objectivement, nous, comme on n'a pas vécu à Grigny et qu'on a ce regard là par des va-et-vient, on voit les choses objectivement évoluer, s'améliorer, et en même temps, comme il continue pour l'instant à y avoir ces flux-là, il y a pour les gens qui habitent là ce sentiment que toutes ces améliorations objectives ne changent rien à un sentiment pour eux de dégradation. Parce que quand vous avez les craqués du 19e et du 18e qui arrivent là tout d'un coup au moment des JO, bah, vous vous retrouvez d'un côté, bah oui, ça commence à aller mieux à Grigny 2, ça devient un peu plus gérable, vous avez des charges qui sont moins lourdes, etc. Mais en même temps, vous vous retrouvez avec ces craqués qui arrivent là en bas de chez vous. Et puis, juste pour compléter ce qu'a dit Jérôme aussi, ce qui est intéressant dans ce qu'a mis en place Philippe Rio, et ça c'est important de le dire aussi dans le côté comment dire, optimisme, et c'est pas anodin, c'est que c'est un maire aussi qui est formé aux sciences sociales, c'est-à-dire qu'il a fait un master en sciences sociales, et donc il a aussi une vision en fait sur cette thème, parce que ça c'est important, on peut faire n'importe quoi, il y a une vision en fait sociale et sociologique, et notamment dans la création de ce cœur de ville, il y a quand même deux objectifs sociologiques. Un premier objectif qui est de créer en gros du vrai espace public. Parce que c'est ça la problématique. Nous, on montre dans le début du livre aussi que les villes sont très cloisonnées. C'est très dense et en même temps, il y a très peu d'espace pour se rencontrer, pour fabriquer en fait du commun. Et donc ça passe par la morphologie spatiale. Et donc, il construit en fait le cœur de ville aussi en disant, bah, voilà, comment faire en sorte que les gens se croisent, se rencontrent, se connaissent. Et ça, c'est central. Ce qu'il y avait un petit peu à la grande borne, d'une certaine manière. Et donc ça, c'est pensé, mais vous voyez, faut penser sociologiquement. Et puis, il y a l'idée de produire de la mixité sociale, c'est-à-dire de faire des logements d'accession à la propriété qui pourraient potentiellement intéresser des petites classes moyennes, pour le dire vite, et pour du coup aussi amener un autre type de population, mais en disant ces gens-là viendront à Grigny que si il y a le marché, que s'il y a le cinéma, que si voilà. Donc, mais il y a mais ça c'est le marché qui décidera de si oui ou non ce pari marche, mais au moins, j'ai envie de dire, c'est pensé comme ça. Et puis, la géothermie, c'est quand même très impressionnant parce qu'en fait, par rapport à ce que je disais d'une ville qui se vide de son capital social, là, il y a un geste qui est de dire, en fait, on s'est fait vider notre sous-sol depuis le début. C'est ça, à Grigny, hein. C'est la pierre meulière, il y a toute une... C'est l'eau des Coca-Cola, tous les Coca-Cola que vous pouvez boire dans les cafés alentours. Et Ils ont de mis l'eau en de bouteille à Grigny, Grigny, ouais. avec de l'eau de Des Grigny. puces électroniques aussi. L'ancienne usine IBM Oui. était, Ouais. fabriquait des puces avec l'eau de 1000 mètres en dessous. Hmm. Et de la même manière, en fait, on l'explique aussi dans le livre, c'est une zone d'activité économique qui est très intense, mais qui requiert des qualifications en fait que n'ont pas les gens qui habitent à Grigny. Donc ça se passe juste devant chez eux, mais en fait ils n'en retirent aucun bénéfice. C'est pas une source d'emploi pour eux. Chez Coca-Cola, on a eu toutes les peines du monde à avoir l'information, mais enfin en gros, d'après différentes sources, il y a au maximum eu 10 à 12 Grignois qui y ont travaillé. C'est une usine qui est très robotisée, très automatisée. Mais de Dont la même Amélie Coulibaly.
dont Amédi Coulibaly, oui, bien sûr, qui avait un contrat d'insertion après avoir été emprisonné. Et c'est dans ce contexte-là aussi qu'il est reçu ensuite à l'Élysée par Nicolas Sarkozy. C'est les articles qui remontent dès qu'on apprend qu'il est impliqué dans les tueries de janvier 2015. Mais j'allais dire, il y a aussi, alors c'est pas Grigny, c'est juste à côté, mais sur cette zone-là, zone franche économique qui est entre Grigny et Viry-Châtillon, il y a aussi les moteurs de Formule 1 Alpine, qui, jusqu'à il y a encore pas très longtemps, étaient construits là. Maintenant, il n'y a plus de moteur Formule 1 Alpine, donc, mais bon, voilà, ça reste, c'est de la haute technologie et de l'extraction, donc initialement de la pierre meulière, effectivement, qui a servi à construire les tunnels de métro ou l'aqueduc du Loing qui approvisionne encore en eau courante Paris intramuros, et puis de l'extraction de la nappe phréatique. Ouais. Et puis des céréales hein, aussi. Voilà. Et encore avant, les céréales. Vincent. J'ai une question sur le compte tenu de la précarité administrative de ces personnes, et puis aussi leur manque de connaissance de leurs droits. Est-ce que vous avez pu aborder le problème des non-recours aux prestations sociales, que ce soit le logement, c'est compliqué, et puis regarder ça aussi. Oui, bah alors on ne le documente pas en grand détail, mais il faut savoir que la mairie est extrêmement consciente pour le coup de cette problématique-là. Donc il y a tout un tas de services en fait Il y a un point d'accès au droit. Voilà, il y a un point d'accès au droit, mais il y a aussi des écrivains publics en fait dans les différents centres sociaux, etc. Parce que ça commence aussi par là. Donc, et en fait, les personnes qui n'ont pas accès au droit, la plupart du temps aussi, sont des personnes qui sont sans papier, donc qui se cachent, etc. Et c'est vrai qu'il y a eu ça montre aussi le côté dramatique de la situation, c'est que on vous a parlé, je crois, tout à l'heure des incendies qui arrivaient de manière chronique en fait à Grigny 2. Et ça a été, ces incendies, c'est une manière pour la mairie d'objectiver justement la situation sur le non-recours au droit et ce que la mairie appelle les invisibles. Parce qu'en gros, quand vous avez une tour qui part en fumée, bah, tout de suite, on est dans l'urgence et vous voyez les familles en fait qui ont besoin tout de suite là d'être aidées, c'est trouver des vêtements, etc. Et à chaque fois qu'il y a un incendie, bah, on observe qu'il y a beaucoup plus de personnes que de et c'est un petit peu comme ça avec cette méthodologie que la ville a pu voir que bah, finalement il y avait aussi un problème par exemple dans les écoles parce qu'en fait il y a le non-recours au droit mais il y a aussi au fond la sous-dotation en termes de deniers publics, quand en fait on s'aperçoit que bah, on donne de l'argent pour X écoliers, mais qu'en fait en réalité il y en a X plus 10%. Et donc la question du droit, c'est voilà, il y a la question du recours au droit, mais il y a aussi cette question finalement de la sous-dotation liée finalement à une sous-comptabilisation de la part de l'INSEE de la population réelle qui utilise les services En croisant différentes sources, y compris donc celle des services publics, et il y a un rapport interministériel auquel on a eu accès, qui a été demandé par, à l'époque, c'était Manuel Valls, qui était député de la circonscription de Grigny, qui était à l'époque Premier ministre, dans le contexte post-2015. Et ce rapport aboutit à la conclusion qu'il y a un delta de quasiment 10%, en fait. C'est-à-dire qu'on dit 30 000 personnes recensement officiel, mais en fait 33 000. Voilà, notamment parce qu'à Grigny 2, il y a à peu près 3 000 personnes qui sont sans papier, et dont les enfants, on les retrouve précisément dans les écoles. Et alors, là-dessus aussi, dans la foulée de la sortie de notre livre, au printemps dernier, enfin, au moment où il fallait déclarer les impôts, je ne sais pas s'il y avait un rapport de cause à effet, mais comme on avait été amené à aborder ce genre de questions assez régulièrement dans les médias, il se trouve qu'il y a eu une action de sensibilisation très particulière faite, notamment à Grigny, sur la nécessité de déclarer ses revenus, même quand on est pauvre. Parce qu'on est dans la ville la plus pauvre de France, la plupart des gens donc, se débrouillent comme ils peuvent voilà, c'est très difficile de joindre les deux bouts, et voilà, et certains vivent de petits trafics, etc. Donc la plupart des gens, de toute façon, ne sont pas imposables. Et comme ils ne sont pas imposables, donc du coup, en fait, ils oublient de déclarer leurs impôts. Le problème, et donc l'opération de sensibilisation tournée autour de ça, c'est que quand vous déclarez plus vos impôts, et ben du coup, vous êtes plus identifié par les services sociaux comme ayant droit à des aides du fait que vos revenus sont trop faibles. Donc une bonne partie du non-recours au droit, et du coup, en plus derrière, ce que ça implique en termes de sous-dotation, parce que c'est un cercle vicieux, comme les gens comme ne sont pas recensés comme ayant droit à, bah, du coup, derrière, on peut dire, quand on est derrière ces manettes, en disant, bon, bah là, en fait, il n'y a pas besoin de temps voilà, donc on va réduire
les heures d'ouverture, où on va fermer un bureau, où on va retirer un personnel, etc. Donc il y a besoin qu'en fait, pour toute la chaîne se mette en branle, que les gens déclarent leurs revenus, même si c'est juste pour acter qu'ils ont des revenus trop faibles pour être imposables, de manière à ce qu'on puisse les identifier comme étant ayant droit à telle ou telle chose en termes d'allocation, d'aide, etc. Et que derrière, du coup, la municipalité faisant en plus pression, on puisse arriver à obtenir le maintien du personnel, des heures d'ouverture pour que les personnes puissent venir. En l'état actuel des choses, le non-recours au droit à Grigny tient aussi au fait que du coup, il y a très peu de guichets, très peu d'accès, d'où le fait que la municipalité fait ce qu'elle peut en maintenant un point d'accès au droit, mais qui est censé faire le lien après avec des organisations, des administrations qui sont rarement sises à Grigny. Et comme la plupart des gens aussi là n'ont pas de voiture, ont très peu de moyens de transport, tout de suite, ça complique les choses, quoi. Sans compter qu'il faut des fois faire les démarches soi-même. Donc voilà, souvent, la personne qui est en charge du point d'accès au droit nous disait, voilà, il nous demande si un tel ou un tel pourrait y aller pour, voilà. Et en fait, non, souvent, on a besoin que la personne soit là, elle-même, en tant que la personne qui a accès au droit et qui a le droit et qui doit signer. Bon, c'est toutes ces difficultés-là. Michel, peut-être la dernière question. J'essaie de concentrer un peu. Je ne sais pas si vous aviez vu ce documentaire qui était, je crois, sur Arte ou la 5 il y a une dizaine d'années, qui était sur 4 quartiers en Europe. Il y avait Kreuzberg à Berlin, il y avait un quartier à Amsterdam, un quartier à Birmingham, et il y avait la grande cité d'Evry, je ne me souviens plus de son nom. Voilà. Et j'avais retiré quelques petites choses que je voudrais partager avec vous. C'est ce que disait Eda tout à l'heure sur le ghetto. Il disait, c'est en France, on a le plus de mal à trouver du travail quand on est dans une cité. Donc effectivement, vous parlez de fluidité des gens qui sortent, oui, mais quand même, les gens, lorsqu'ils y sont, c'est là où il y a l'impression de ghetto. Et deuxièmement, par rapport à ce qu'il faudrait faire là-dessus, les stratégies étaient très différentes. Vous les connaissez sans doute mieux que moi. À Kreuzberg, grosso modo, on a essayé de refaire la vie dans la ville pour que les ouvriers puissent y rester. Bon, depuis, il y a eu des gentrifications, ils ont été plus ou moins expulsés. Et à Birmingham, c'était un peu l'anti-Manuel Valls. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la remarque de Manuel Valls, une fois où il voyait un quartier populaire où il n'y avait pas de caucasiens. Il disait, il faudrait mettre un peu de blanc là-dedans. Et, Du blanco. Oui, blanco. Mais à Birmingham, ils essayent de faire en sorte que ce soit les immigrés qui réussissent. Alors parfois, pas sur une seule génération, mais en devenant marchand, en faisant des commerces, des restaurants, etc. Donc avec des stratégies qui sont très très différentes. Et en revanche, et à Amsterdam aussi, ça avait bien marché, il y avait un truc qui était fondamental et qu'on fait sans doute moins en France, c'est que ça coûtait beaucoup, beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent qui a dû être investi pour refaire un peu la vie dans la ville et ne pas se contenter effectivement de faire en sorte que les meilleurs viendront là. Alors, le côté positif, c'est effectivement ça, c'est qu'en fait, il y en a quand même un certain nombre qui s'en sortent, et puis, on pourrait dire cyniquement, c'est un sas d'entrée pour les très pauvres qui émigrent, et comme de toute façon, la plupart des immigrants, on l'a vu à la Ligue d'enseignement, on a reçu quelques Syriens il y a 2-3 ans, enfin plus que ça, et il y a quelques années, c'était simple. C'était des gens qui voulaient faire des études et c'était des jeunes, enfin, c'était pas du tout les plus pauvres des plus pauvres de Syrie. Donc, ça aussi c'est très important. Alors, vous, votre recommandation, c'est pas simple. Et dernier petit point, c'est totalement différent de ce que peuvent être des quartiers populaires, mais qui seraient plus des zones rurales ou dans des villages, dans le Grand Est ou dans des zones désindustrialisées. Comment ça sonne? Tu l'as vu, ce documentaire? Non, j'ai pas vu, mais on peut parler des différences de dynamique géographique. Alors, aussi, les choses ont changé, parce qu'à Birmingham, en Angleterre, parce que ça m'évoque aussi sur la question parce que ça pose aussi la question de la discrimination. C'est aussi à quel point, et en fait, dans ces 4 pays-là, je dirais la centralité ou pas qu'a pris et la question de l'immigration et la question des quartiers populaires dans le discours médiatico-politique, ça s'est joué à des étages différents. En France, on a aussi, par exemple, dans la question du rapport à l'emploi, à Grigny, par exemple, c'est assez simple et c'est assez symptomatique quand même le bassin d'emploi local. Il y a les 2 premiers employeurs. D'un côté, c'est la ville. Et c'est le côté français.
dirais, du service public, de la place voilà, de la puissance publique au sens communal et étatique. Donc en fait, tout ce qui est emploi, on va dire, étatique ou communal, mais même d'entrée sans de grandes qualifications, ça reste important. Et donc, mais ça pose des questions de tension très importantes pour le maire. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez à peu près autant d'emplois municipaux que de nombre de votants dont vous avez besoin pour être élu, ça pose des questions très très concrètes et assez françaises de ce point de vue-là, dans le rapport entre population et pouvoir public au quartier. Ça ne se pose pas exactement de la même manière, par exemple en Angleterre, parce que le rapport au service public, il y a eu Margaret Thatcher, et c'est un peu différent. Deuxième bassin d'emploi, c'est la drogue. Ah ouais. Local, hein, parce qu'après, il y a beaucoup de Grignois et Grignoises qui travaillent, mais c'est loin en fait. C'est vraiment les métiers de service comment dire, dans les destinations du centre. Oui, oui, oui. Et là, par exemple, il y a une grande différence quand on compare avec les États-Unis. Parce qu'en fait, en France, ça reste à peu près possible. Il est à peu près possible. C'est très compliqué de travailler loin de chez soi dans le cas des grandes métropoles parce qu'il y a les transports publics, en fait. Alors que c'est une grande problématique ce qu'on appelle les hyper-ghettos états-uniens, parce qu'en fait, la ville, elle est pensée de manière complètement différente. Il n'y a pas de transport public, il faut des voitures, il y a le prix du carburant, et les économistes, voilà, ils ont un nom pour ça, c'est le spatial mismatch. C'est le fait que vous ne pouvez pas, en fait, les emplois qui sont disponibles par rapport à vos qualifications, le coût de transport et le coût de garde des enfants, etc., il est plus élevé que le salaire que vous allez toucher. Donc, du coup, le rapport aussi à l'emploi va changer, mais vraiment dans quelque chose sur la question de aussi, et ça on l'a beaucoup documenté à Grigny, pourquoi vous n'arrivez pas à trouver un emploi pas très très loin de Grigny en fait, parce qu'après quand vous allez faire la plonge dans un resto à Paris, etc., en fait on se fiche de là où vous habitez, on va même pas vous le demander. Mais la problématique, c'est les emplois qui seraient possibles à 10, 15, 20 km. Et là, la réputation de Grigny, elle est mortelle. Mais ça, c'est lié à l'espace médiatique, à l'espace politique, à ce qu'on dit des quartiers dans les alentours. En Angleterre, c'est assez différent, parce qu'en fait, le rapport à ce que nous, on appelle le communautarisme, etc., a longtemps été très, très différent. C'est en train de bouger. C'est en train de bouger aussi, parce que là, on voit bien que les équilibres politiques en Angleterre, avec la montée de UKIP, etc., de Farage, c'est en train de bouger. Et donc, ce qu'ont subi de nombreux habitants et habitants de quartiers populaires, je dirais, en France, il y a quelque chose qui est en train de se produire de ce niveau-là en Angleterre. Donc les équilibres, ils bougent. Mais là, on voit l'importance, en fait, de la politisation des choses et de la médiatisation des choses qui ont des effets ultra concrets dans le rapport à l'emploi, en fait. Et ça, c'est pas une mince affaire, en fait. On peut terminer là-dessus. Il y a un grand théorème en sciences sociales, parce que même si on est une science un peu plus molle, on a quand même des théorèmes en sciences sociales, c'est le théorème de Thomas, qui dit que quand les individus définissent une situation comme réelle, elle est réelle dans ses conséquences. C'est-à-dire que même quand vous pensez quelque chose sur la réalité, et que ce quelque chose est objectivement faux, si vous êtes convaincu que c'est réel, ça finit par avoir des effets, voilà, par les conséquences que ça produit, parce qu'on agit en fonction. Ça a fini par avoir des effets bien réels et malheureusement voilà, ça se vérifie très souvent dans la vie sociale et là c'en est un bel exemple. Malheureusement, on a un discours qui se crée, qui ne correspond pas à la réalité, qui ne correspond pas voilà, à la réalité telle qu'on peut. C'est pas facile de saisir la réalité sociale, une fois encore, c'était le point de départ de notre propos. Bien souvent, voilà, c'est pas pour rien qu'il y a une science sociale qui s'est développée, parce que bien souvent on en parle, on la commente à partir de là où on en est, de ce qu'on en a entendu dire, etc. Donc, dire ce qu'il en est précisément, rigoureusement du monde social tel qu'il est, ça ne s'invente pas, ça implique de la méthode, ça implique de s'y mettre à plusieurs généralement. Et donc, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des discours auxquels les gens adhèrent, qui ne correspondent pas à cette réalité, mais qui finissent par avoir des effets bien réels et qui, de ce point de vue-là, voilà, ont un impact bien réel sur notre réalité. Bon, d'où le... C'est le théorème de Thomas. Nous, l'importance d'aller enquêter sur le terrain. Comme disait le président Mao. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup.
Merci, merci, merci. De rien.